parti. Alors bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreuses aujourd'hui à participer du coup, à cette deuxième rencontre de notre communauté de pratique sur les approches orientées changement. Donc, je vais vous rappeler un petit peu les objectifs de ce cycle qui va s'étendre jusqu'à 2025. Donc, l'objectif, c'est de promouvoir les approches orientées changement auprès des acteurs actrices de la solidarité internationale, mais également proposer une première porte d'entrée sur les AOC aux acteurs et actrices de la solidarité internationale intéressés, et puis aussi de croiser ces approches avec d'autres méthodes de planification, de mesure des effets de l'action. Donc, vous êtes, on va dire, vous êtes familier avec les approches orientées changement, ou c'est la première fois que vous entendez parler, pas de souci, il y en aura pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir vous rappeler un petit peu les fondamentaux des approches orientées changement avant de nous attacher du coup à des thématiques spécifiques que nous proposons à chaque rencontre. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la deuxième rencontre de ce cycle de communautés pratiques qui est consacré à l'articulation entre les AOC et la redevabilité bailleur. Du coup, s'agit-il d'un mariage impossible? On revient juste après sur le programme du jour. Alors, vous pouvez d'ores et déjà réserver les dates suivantes dans vos agendas pour les prochaines rencontres qui auront lieu. Donc, la troisième aura lieu le 23 mai 2024 et traitera des approches orientées changement articulées avec les enjeux territoriaux, le territoire pour enrichir la démarche et les AOC au service de l'animation locale. Une quatrième rencontre en septembre 2024, le 26, avec articulation, approche orientée changement et genre. Puis une cinquième rencontre en janvier 2025, le 23, convaincre et transmettre les approches orientées changement auprès des partenaires, auprès des collègues, auprès de la direction, du conseil d'administration, de la gouvernance, etc., des autres directions. Et la session dernière, qui sera en mai 2025, le 22, approche orientée changement et autres démarches d'analyse de l'action, quelle complémentarité. Voilà, donc il n'y a pas d'obligation à suivre l'entièreté du cycle. Vous pouvez choisir les rencontres qui vous interpellent, qui vont répondre à vos enjeux du moment. Donc voilà, n'hésitez pas, on recommuniquera bien évidemment régulièrement autour de ces rencontres. Et comme le disait très justement Paul, chaque rencontre du coup a lieu à chaque fois au même créneau, 10h30, 12h30, toujours à distance sur Zoom, avec enregistrement bien sûr des rencontres et possibilité d'y revenir sur notre chaîne YouTube. Voilà. Aujourd'hui, notre seconde rencontre va interroger l'articulation des approches orientées changement avec la notion de redevabilité inhérente à la démarche projet. Nous partageons aujourd'hui les expériences en la matière de Corinne de Peretti et Karen Rousseau de l'Agence française de développement, ainsi que Yann Nartman de LuxDev, qui est également accompagné de deux collègues à lui, Morgay et Neya Montero. Alors, nous réservons bien sûr des moments pour que vous puissiez échanger avec elle et eux, donc via notamment l'espace discussion. On aura donc des temps justement de questions-réponses qui vous permettront de réagir aux différentes interventions. Mais avant toute chose, prenons quelques minutes pour revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que c'est du coup les approches orientées changement? Et là, c'est notamment pour celles et ceux qui potentiellement découvrent ces approches aujourd'hui. Je vais donc laisser la parole à Paul. Merci Claire. Alors on me signalait dans le chat que le son était pas très bon. Claire, peut-être ton micro est-il trop près? Ah, est-ce Voilà, que donc il c'est faudra mieux si je peut-être parle comme ça? l'écarter un petit peu. Est-ce que c'est mieux? Ça Et souffle moins? c'est possible que ce soit Oui, ça. Voilà. Ouais, hein. Ah, je suis désolée, j'espère que vous avez... Bon, il n'y a pas forcément énormément d'infos cruciales. Ouais, c'est bon. Bah, excusez-moi, hein. Ça marche. Il n'y a pas de problème. Dites-moi, pareil, s'il y a un souci, j'essaierai de corriger le tir de façon à ce que vous puissiez profiter de la rencontre au mieux. Donc, les AOC, qu'est-ce que c'est? Alors, tout d'abord, vous dire que pour celles et ceux qui étaient déjà présents lors de notre rencontre de la dernière fois, on en a déjà parlé. Donc, je suis désolé pour la redite, mais il se trouve qu'on a quand même pas mal de nouveaux participants et participantes. Et comme le disait Claire, euh, notre pari dans cette communauté de pratique, c'est de pas avoir de niveau minimal ou de pratique préalable des AOC pour pouvoir y participer. Donc, il nous semblait important de revenir un petit peu à ce que sont les AOC, puisqu'il y a environ 50 mm, des inscrits qui enfin, qui déclaraient ne pas du tout connaître les AOC. Ça représentait à peu près un cinquième des personnes inscrites. Voilà.
Donc, je vais vous le faire très rapidement, parce qu'on a plein d'autres choses à se dire aujourd'hui, mais quand même une petite introduction sur les AOC. Qu'est-ce que les AOC? Les approches orientées changement, il s'agit ni des appellations d'origine contrôlée, ni de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale et des Sports, mais bien d'un ensemble d'outils, de méthodes qui servent, qui visent à planifier, suivre et évaluer des actions, dont le but est d'accompagner les processus de changement. Elles amènent les acteurs et actrices à s'interroger sur leur vision d'un futur commun et sur leurs positions respectives. Donc, une petite analyse terme à terme pour vous permettre un peu de mieux comprendre ce qu'on veut dire par là. Les AOC, il ne faut pas les voir comme quelque chose de monolithique. C'est un ensemble d'outils et de méthodes. Ça veut dire que c'est plutôt une compilation qu'une méthodo donnée, corsetée, bien identifiée, avec un périmètre très très clair et très très restreint. Elle s'inspire de plein d'autres méthodes dont vous avez sans doute entendu parler, ou peut-être pas, mais c'est pas grave. La théorie du changement, la cartographie des incidences, la technique du changement le plus significatif, ou encore la outcome investing, qui sont autant on va dire de corpus méthodologiques dans lesquels les AOC viennent aussi piocher. Euh, Elles sont, deuxième point important, un outil qui sert à la fois à planifier, mais aussi à suivre et évaluer les changements, c'est-à-dire que on peut à la fois se projeter dans un, on parlait tout à l'heure de vision d'un futur commun, donc on peut se projeter dans le futur et essayer de dire qu'est-ce qu'on va faire, mais on va également être beaucoup dans la réflexion, l'analyse de contexte, l'analyse des jeux d'acteurs, et à ce titre, du coup, les AOC sont aussi un outil qui permet de suivre et d'évaluer un projet. On en reparlera tout au long de cette rencontre de toute façon et de ce cycle. Euh, les AOC, on va en reparler également aujourd'hui, elles sont plutôt conçues initialement pour faire face aux défis qui étaient rencontrés par des projets qui visaient à des changements immatériels, des changements de comportement. Donc, ce qui peut être l'appui à la gouvernance, du renforcement de capacité, des projets plutôt en lien avec l'éducation. Et donc, du coup, elles visent justement à saisir ces changements immatériels là où le cadre logique est quand même très tourné vers des choses très concrètes au sens de matériel, de décompte, etc. Bien évidemment, on va en reparler également aujourd'hui, les AOC ne doivent pas être formellement opposés aux outils de gestion classiques des projets que sont le cadre logique, la gestion axée sur les résultats. On pense qu'elles se complètent et on en discutera aujourd'hui. Pardon. Et puis peut-être un dernier élément fort quand même sur lequel je veux revenir dans ce petit exercice de définition rapide des AOC, c'est cette notion d'interroger la vision d'un futur commun et sur les positions respectives des acteurs, c'est-à-dire que les AOC sont sans doute une méthode qui permet de retrouver du sens, c'est-à-dire qu'elles permettent de s'interroger sur la vision d'un futur souhaitable, désirable à 10 ans. Et donc, du coup, elles sortent aussi du cadre triennal qui est souvent celui du cadre projet pour essayer de redonner un petit peu de perspective et de souffle à l'action. Mais un autre élément important, c'est que ces AOC placent au cœur de leur réflexion les acteurs et actrices dans la perception que ces acteurs et actrices ont du contexte, mais également elles laissent une forte part à la planification en lien avec ces acteurs et actrices, au dialogue entre ces acteurs et actrices, au suivi et évaluation en lien avec ces acteurs et actrices. Voici pour une présentation très très rapide de ce que sont les approches orientées changement, mais encore une fois, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui et il me semble que l'essentiel n'était pas de vous fournir une définition trop longue. Il y a 5 grandes étapes dans les AOC que vous voyez là à l'écran, mais vous retrouvez des choses que je vous ai déjà dites, la dimension d'analyse, la dimension de définition d'une vision collective, la dimension de suivi-évaluation, je vous renvoie à un ensemble de ressources qui sont à votre disposition sur le site du F3E. Vous retrouverez bien évidemment sur le site du F3E, sur la page dédiée à cette communauté de pratique, euh, l'enregistrement d'une part dont parlait Claire, mais également l'ensemble des ressources qui sont là à l'écran ainsi que la présentation utilisée. Donc, si vous avez besoin de creuser après cette rencontre, après avoir été teasé par les témoignages que vous entendrez, eh ben, n'hésitez pas, vous aurez l'ensemble des choses qui seront à disposition, tant des vidéos que des supports écrits. Donc voilà pour une présentation brève des AOC. J'espère ne pas avoir été trop rapide. Je laisse peut-être Claire nous présenter la façon dont on va procéder aujourd'hui, notamment pour les échanges avec, entre public et intervenants et intervenantes.
Voilà. Merci beaucoup, Paul, pour cette présentation express. Du coup, on est parfaitement dans le timing. Formidable. Du coup, on va vous présenter, du coup, il y aura quatre axes de questionnement hein, autour de cette grande question AOC redevabilité bailleur. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir aussi vous donner une petite grille d'écoute active, en gros, qui permet de se dire qu'est-ce que je retiens de ce que j'écoute, qu'est-ce qui me questionne, qu'est-ce qui m'inspire, pour notamment permettre aussi d'orienter un peu vos questionnements par rapport à ce que vous écoutez. Pas d'obligation, bien évidemment, à suivre scrupuleusement cet ordre, mais ça permet effectivement de savoir voilà, ce qu'on va écouter. Et donc, évidemment, sentez-vous libre de poser les questions puisqu'il y aura donc quatre temps de questionnement où on va interroger simultanément à chaque fois donc l'AFD et l'UXDEV sur quatre donc questions qui vont permettre d'approfondir justement cette problématique que nous allons traiter aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, bah, nous allons donner la parole évidemment à nos invités et d'abord les présenter. Oui, alors peut-être du coup, on voit les choses en grand, mais je crois qu'il n'y a que deux temps de questionnement, mais ça peut-être qu'on pose deux questions à la fois. Ah oui, il me Je semblait crois. qu'il y avait bon, peu importe. Mais peu importe. Donc aujourd'hui, nos témoins. Donc Corinne de Peretti pour l'AFD, qui est responsable de projet organisation de la société civile. Karen, pardon, excusez-moi, Karen Rousseau, responsable de l'unité évaluation et capitalisation à l'AFD. Et puis on écoutera également Yann Nartman, excusez-moi, expert renforcement de capacité pour LuxDev, Neya Montero, qui est assistante technique en renforcement des capacités en accompagnement du changement au Cap-Vert, et Morgay, qui est assistant technique en renforcement des capacités au Sénégal, donc bien évidemment là aussi pour LuxDev, comme l'indique la slide. Alors, avant de vous adresser les questions que vous connaissez, je voulais peut-être revenir un petit peu en quelques mots sur ce qui nous a convaincus avec Claire de vous proposer cette seconde rencontre relative à l'articulation des approches orientées au changement avec la notion de redevabilité très liée à la démarche projet. Euh, alors, la première rencontre, elle était plutôt, on va dire, tournée vers les praticiens, praticiennes des AOC. Comment, à quel moment du projet ils avaient pu s'emparer des AOC, comment est-ce qu'ils étaient entrés en AOC. Et du coup, on s'était dit qu'il était intéressant dans cette seconde rencontre d'aller voir plutôt du côté institutionnel pour voir un peu comment les choses évolue. Alors, pour être peut-être un petit peu caricatural, mais bon, ça fait jamais de mal pour poser un sujet, euh, on a l'impression, en tout cas avec Claire, qu'il y a cette idée, que parfois on a aussi, hein, que bah, les bailleurs seraient des parangons, des partisans invétérés de la logique, cadre logique justement, de la gestion axée sur les résultats, euh, et puis, ben, on a justement trouvé un ensemble de petits indices qui nous laissaient à penser que finalement les choses évoluaient peut-être un petit peu et que, il fallait sortir de cette vision qui était peut-être pas trop caricaturale. Donc c'est pour aussi venir interroger cette idée reçue, la percuter qu'on a organisé cette rencontre. On pense, en effet, en ayant préparé cette rencontre, qu'aujourd'hui, ben, les bailleurs, ils sortent peu à peu d'une logique axée sur les résultats et ils tendent vers l'intégration progressive d'outils qui visent à mieux mesurer les changements parfois inattendus ou qui sont difficiles à identifier avec des approches traditionnelles, ce dont je parlais tout à l'heure. Euh, et donc, l'idée, c'était d'avoir ce temps de dialogue et d'échange afin de voir quelles étaient les évolutions à l'œuvre chez les bailleurs, et notamment en termes de redevabilité, notamment en termes d'ouverture à de nouvelles démarches. Alors, je me tourne pour commencer du coup cette table ronde ou ces échanges. Je vais me tourner vers Yann. Euh, et Bonjour, bonjour Paul, bonjour à tous. bienvenue Yann, du coup. Je voudrais vous interroger sur la façon dont vous, à l'UXDEV, vous vous êtes rendu compte, à quel moment de l'histoire de l'UXDEV vous êtes rendu compte que bah, le cadre logique n'était pas suffisant et à quel moment il vous a semblé qu'il était important de promouvoir d'autres approches qui pourraient s'apparenter du coup à des approches orientées changement. Merci pour la question et pour l'invitation, hein, et cette opportunité de partage et de discussion sur les AOC. On suit depuis longtemps avec grand intérêt tout ce que développe le F3E en la matière et on s'est d'ailleurs inspiré en partie hein, de tout ce que vous avez produit qui est très très riche. Donc ça, c'est peut-être aussi, ça fait partie du déclic, même si c'est pas en termes de chronologie, peut-être ce qui a alimenté le premier pas qui a été le nôtre. En fait, nous avons eu en 2017 une évaluation
qui portait sur nos appuis en renforcement de capacité en Afrique de l'Ouest, qui est la région où nos interventions sont les plus nombreuses. Et cet exercice a mis en avant le fait que nos démarches et outils en lien donc avec le renforcement des capacités et donc des appuis plus soft que ceux facilement dénombrables qui étaient évoqués tout à l'heure. Donc ces démarches et outils n'étaient pas adaptés. On utilisait au départ donc une approche plutôt orientée sur le risque et la mitigation du risque. Et ces approches-là ne permettaient pas de saisir, je dirais, la complexité du contexte et surtout les trajectoires de changement qui souvent sont non linéaires, surtout en matière de renforcement des capacités. Donc, à l'issue de cette évaluation, il a été recommandé d'utiliser la théorie du changement, donc qui fait partie des AOC tels que vous les définissez, et de renforcer également la concertation donc avec les acteurs concernés par nos appuis tout au long du cycle de projet. Bon, on a un certain nombre de séquences dans le cadre de notre cycle de projet et de programme qui va de l'identification à l'évaluation. Et donc, l'idée, c'était de pouvoir renforcer donc, le dialogue autour du changement tout au long donc, de ce cycle. Donc, on a reçu en 2018 un premier mandat pour appliquer donc, la théorie du changement dans le cadre de notre coopération avec le Sénégal. Et pour ce faire, nous avons donc mobilisé une expertise externe qui nous a aidé donc, à structurer et à conduire cette première application des AOC donc, dans le cadre de notre coopération. Alors, ça a été un baptême du feu assez compliqué, avec, je dirais, deux défis majeurs qui se sont posés à l'époque. Donc, tout d'abord, une résistance à ce type d'approche, d'ailleurs surtout en interne, où le cadre logique constituait un référentiel à la fois solide et confortable, et cela depuis le début, en fait, je dirais, de notre existence, on a utilisé l'approche cadre logique. Donc, le fait de venir avec une nouvelle approche, baptisée en plus théorie du changement, un peu avec un côté un peu en termes sémantiques, un peu lointain, théorique, abstrait. Bon, pour certains, ça signifiait un peu un saut dans l'inconnu et une perte de maîtrise. Donc ça a été un élément assez important à prendre en compte. Ensuite, la difficulté aussi de passer donc d'une réflexion stratégique qui donc part d'une vision du changement à des volets plus opérationnels et donc à avoir une bonne articulation entre la stratégie d'intervention et puis les plans d'action, les plans de mise en œuvre. Voilà, d'ailleurs, du fait du côté un peu effrayant pour certains de l'appellation théorie du changement, on parle plutôt maintenant chez nous de démarche d'accompagnement du changement, voilà, qui est un terme plus englobant et un peu plus doux, je dirais. Merci. Merci beaucoup Yann pour cette première présentation. Et donc du coup, je vais moi me diriger vers Corinne. De son côté, du coup, l'AFD promeut aujourd'hui d'autres approches que le cadre logique stricto sensu. Vous mentionnez justement dans le guide DPA-OSC, l'AFD encourage également la mise en place de dispositifs de suivi-évaluation dès le démarrage des projets, notamment en ce qui concerne les projets complexes et d'envergure. Et du coup, les approches orientées changement, la cartographie des incidents sont également du coup des modalités de suivi-évaluation éligibles. Comment cette évolution s'est-elle produite et pourquoi? Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie également de participer à ce webinaire. Donc moi, je travaille dans le service qui est en charge des organisations de la société civile à l'AFD. Et les AOC, je dirais, ces approches-là, elles sont arrivées avec le F3E, avec lequel qu'on finance et avec lequel on collabore depuis de nombreuses années. Donc le F3E était en réflexion et ça a rejoint des préoccupations de notre équipe. Parce que côté AFD, on voyait bien que les ONG avaient des difficultés à mesurer le renforcement de capacité ou à apprécier
la qualité du partenariat. Ça s'est vu notamment au moment où on cherchait à évaluer les PCPA, donc les programmes concertés pluriacteurs, qui sont des programmes particulièrement ambitieux où on cherche à promouvoir le dialogue entre la société civile et les pouvoirs publics au nord, au sud, la société civile au nord, au sud, à encourager des partenariats plus équilibrés. Donc, c'est des programmes qui sont ambitieux et on s'est aperçu que c'était compliqué de mesurer les contributions de ces programmes, de mesurer leurs résultats et donc de les valoriser, de pouvoir éventuellement les infléchir, apporter des corrections. Sur d'autres types de programmes aussi, on a eu des évaluations qui étaient un peu décevantes. Comme certains d'entre vous le savent, en général, on finance les projets sur 3 périodes de 3 ans, donc sur un temps relativement long. Et c'est vrai qu'au bout de 9 ans, on s'attend à avoir des évaluations un peu stratégiques et parfois ces évaluations s'avéraient un petit peu décevantes et ne mettaient pas en avant les changements. Donc, quand le F3E a pris l'initiative de nous proposer le programme PRISM en 2014 pour lancer des expérimentations sur ces approches orientées changement avec ses membres, c'est vrai que ça nous a beaucoup intéressés et on a été assez réceptifs. Et donc voilà, pour résumer, je pourrais dire que les AOC sont venus du droit d'initiative du F3E, mais que ça correspondait aussi à des attentes chez nous. Merci Corinne. Merci Je ne Corinne. l'ai pas dit dans mon introduction aux AOC, mais du coup, au-delà de Prism, les programmes d'expérimentation se poursuivent aujourd'hui avec le programme Changer les territoires par l'action collective, puis maintenant PAX 2, bref, programme Atelier du changement social. Donc pour dire qu'il y a cette idée aussi de mettre à jour en permanence et puis d'approfondir ces méthodes. Il ne s'agit pas de faire de l'autopromo du F3E, mais l'occasion était trop belle. Euh, je me tourne maintenant vers Karen. Donc Corinne vient de nous donner un peu des éléments relatifs à la façon dont les approches anti-changement avaient été investies par l'AFD sur des enjeux plutôt de planification, de suivi et évaluation des activités. Vous, Karen, vous êtes à EVA, le département évaluation de l'AFD. Vous allez nous en dire un mot. Comment est-ce que votre département se positionne sur ces enjeux? Euh, je crois que vous êtes plus commanditaire d'études, d'évaluation, de capitalisation. Et donc, comment vous avez recours, vous, à des éléments s'apparentant à la méthodologie des AOC ou proches des AOC dans ces exercices, on va dire, d'évaluation externe et d'études? Oui, bonjour à tous. Merci, merci également pour l'invitation et pour les échanges sur ces sujets sur lesquels on travaille depuis longtemps et qui amènent beaucoup de débats. Donc effectivement, moi je suis responsable d'une des unités au sein du département évaluation de l'AFD et peut-être par rapport à notre mandat et aux approches orientées changement, peut-être une précision sur le mandat du département évaluation à l'AFD. En fait, notre mandat ne couvre que l'évaluation, précisément. Et donc, les AOC, je pense, prennent tout leur sens, notamment quand on les implémente dès le démarrage du projet sur la planification pour alimenter le suivi, puis l'évaluation. Nous, au département de l'évaluation, on travaille, donc notre mandat, c'est les évaluations, et on travaille historiquement sur des formations collectives ou des appuis collectifs sur l'approche cadrologique ou le suivi et évaluation plus récemment. Donc, on ne donne pas d'appui individuel au projet et on n'est pas complètement embarqué dans cette question-là qui est traitée par d'autres structures au niveau des opérations de l'AFD. Et malgré tout, comme il y a un lien très fort entre tous ces sujets, on a travaillé sur ces questions. Alors peut-être, on a, je le disais, et des collègues avant moi, travaillé sur des formations à l'approche cadrologique. Il y a eu aussi des tentatives et plusieurs formations qui portaient sur les approches orientées changement. Je pense que ça a apporté beaucoup de débats aussi, et comme le disait Yann Narkman de LuxDev, il y a eu des débats aussi sur la sémantique et sur ce que voulaient dire des approches orientées changement et leur différence avec une approche cadrologique. Les collègues qui portaient les formations sur l'approche cadrologique en avaient une vision très approfondie, qui était en fait une démarche de dialogue sur les enjeux des projets, sur les objectifs, et finalement qui embarquait aussi la vision, etc. Donc, l'approche cadrologique, dans son essence, peut-être au démarrage, ou dans la manière dont elle peut être pratiquée comme une démarche de dialogue,
elle a quand même des liens et des atomes crochus avec une approche orientée changement. Maintenant, c'est le détournement bureaucratique de l'approche cadrologique à travers le remplissage sur un coin de feuille à Paris en 2 heures d'un tableau avec 4 lignes, 4 colonnes qui effectivement convient pas et commence à trouver ses limites. Donc voilà, il y a eu tous ces échanges-là et ce dialogue sur finalement, on essayait d'être force euh, de propositions pour comment dire, promouvoir l'approche cadrologique. Et pour les collègues, c'était pas évident à l'AFD. Et donc, l'approche orientée changement est venue un peu tirailler ces positionnements. Bon, plus récemment, nous, à l'évaluation, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur nos approches d'évaluation d'impact. Et en fait, ça a aussi un lien avec les approches orientées changement, parce que notre enjeu, c'était de se dire que nos évaluations de projet et nos évaluations à champ large étaient décevantes du point de vue de l'impact, de l'analyse des impacts, de la causalité dans les opérations, et que par ailleurs, nos évaluations d'impact qui étaient quasiment uniquement avec contrefactuel, même s'il y avait du mixte qui était embarqué parfois, elles n'étaient pas suffisamment tournées vers l'apprentissage ou peut-être qu'on avait des frustrations de ce point de vue-là. Et donc, on a essayé de travailler pour nous mettre à la page finalement des 20 dernières années de débats où il y a eu beaucoup d'approches qui ont été promues en fait sur ces questions en utilisant les théories de changement, la cartographie des incidences et l'outcome harvesting, etc. Donc, on a travaillé sur ces questions-là et on a édité une carte des usages des évaluations d'impact que vous connaissez peut-être ou dont je pourrais redonner le lien plus tard. Et finalement, cette carte, elle embarque pas mal d'approches d'évaluation d'impact qui sont des approches qu'on pourrait mettre dans la constellation des approches orientées changement. Et donc, depuis, nous, on se fait former aussi, nous, évaluateurs, au sein du département évaluation de l'AFD pour mieux maîtriser ces approches. Et puis, on les teste dans plusieurs évaluations sur différents types de projets qui s'y prêtent bien, que ce soit de l'outcome investing ou de l'analyse de contribution, avec des difficultés quand même parce qu'on fait appel à des consultants externes. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de donneurs d'ordre qui travaillent sur ces questions-là, vraiment. Et ce n'est pas évident de se comprendre quand on vient d'un monde où on est beaucoup sur les critères du cadre, sur les logiques d'intervention. Donc, ce basculement vers théorie de changement, d'autres approches, c'est pas évident de trouver les compétences, de se comprendre entre nous pour réussir à avoir des évaluations de qualité sur ces plus si nouvelles approches. Merci beaucoup, Karen, pour cette introspection justement de la direction EVA qui nous donne un aperçu des questionnements que vous posez aujourd'hui et de ce basculement justement vers de nouvelles approches. Je me tourne à présent vers Yann pour que vous nous expliquiez concrètement comment l'UXDEV en fait, donc, s'est penché sur les approches orientées changement et surtout comment ça se traduit sur la définition des futures interventions et des interventions actuelles que vous menez auprès de vos différents partenaires. Merci. Alors peut-être une précision tout d'abord parce que je ne pense pas que l'ensemble des participants connaissent l'UXDEV, donc qui est l'agence luxembourgeoise pour la coopération au développement. C'est une organisation qui existe depuis 40 ans et qui donc participe à la mise en œuvre de la politique luxembourgeoise de coopération au développement dans son volet bilatéral pour l'essentiel. Donc voilà, nous sommes actifs dans plusieurs pays, une dizaine environ, en Afrique de l'Ouest, en Asie, en Amérique latine et puis au Kosovo. Donc juste pour voilà, donner ces éléments de contexte. Maintenant, la démarche d'implémentation que nous avons, donc pour laquelle nous avons opté, est une démarche déjà progressive. L'idée, c'est pas d'appliquer de manière vraiment stricte et systématique les approches orientées changement à toutes les interventions. Donc, on a mis en place un certain nombre de critères pour ça. Et l'idée, donc, la vision qui sous-tend un peu cette approche, c'est que d'ici donc 2030, on ait la moitié de nos interventions qui intègrent partiellement ou complètement donc ce type d'approche. Donc, nous suivons voilà, cette progression dans le cadre de notre vision 2030. Et nous sommes partis donc de la capitalisation de la première expérience donc conduite au Sénégal dont je parlais tout à l'heure, avec une étape essentielle qui a consisté à concevoir un référentiel complet sous forme de manuel et puis des outils et des supports de formation donc pour faciliter l'implémentation. Donc, il y a eu toute une phase, je dirais, d'ingénierie, de conception,
qui a permis d'internaliser cette démarche progressivement au sein de notre organisation et d'implémenter donc celle-ci lors de la formulation de nos nouveaux programmes au Cabo Verde, au Niger et au Laos. Donc ça s'est fait dans les mois, années, voilà, entre 2019 et 2021, avec un ensemble de personnes formées, à peu près 500 personnes, des référentiels opérationnels donc, et stratégiques formulés. Maintenant, ce qui est intéressant, je pense, à mettre en avant, c'est que dans le cadre donc, de ces différents processus, les parties prenantes, les partenaires des différents secteurs que nous appuyons, qui sont souvent les acteurs en fait des politiques publiques, que ce soit au niveau étatique ou non étatique, donc dans les différents pays partenaires. Donc ces acteurs, ces parties prenantes ont été étroitement associés avec la tenue d'ateliers donc d'élaboration de théories de changement. Ça, c'est au moment de la formulation, donc de la phase de conception. Et puis par la suite, nous avons tenu aussi donc des ateliers sur ce qu'on appelle des théories d'action, en fait, qui permettent de traduire les grands changements et leurs préconditions dans le cadre de plans d'action donc plus spécifiques au niveau des acteurs et des parties prenantes principales, donc des secteurs dans lesquels nous intervenons. Donc, on part d'un diagnostic rapide, on identifie un certain nombre d'actions, on utilise généralement l'outil ADCAR, que peut-être vous connaissez, je pense que ça fait partie aussi du corpus méthodologique que vous avez développé, donc un modèle de changement qui permet donc d'identifier un certain nombre d'actions suivant 5 grandes thématiques. Et ce que je vous propose, c'est que mon collègue, donc Morgay, qui est au Sénégal, qui a mené ces exercices donc dans le cadre du premier processus d'application des AOC, puisse vous présenter de manière rapide ce qui a été développé donc, dans le secteur de la santé au Sénégal, donc à partir de cette approche. Oui, merci Yann. Donc, je vais peut-être utiliser un cas spécifique pour illustrer un peu la démarche, pour que ça ne soit pas en fait trop long en termes d'explication. Voilà, nous, quand on a développé la théorie de changement, on avait identifié un certain nombre quand même de changements à atteindre. Et pour prendre juste l'exemple au niveau de la santé, quand c'était un de nos secteurs en fait, un secteur de concentration, sur un changement qui a été identifié, c'était l'amélioration en fait de la qualité des services au niveau des services d'urgence. Et on avait également identifié lors de l'élaboration de la théorie du changement des acteurs clés dont le renforcement de capacité était des préconditions nécessaires pour atteindre en fait ce changement. Donc, comment maintenant faire contribuer ces acteurs de changement à l'atteinte des changements identifiés? Nous avions au niveau des différents services d'urgence qui sont impliqués dans la chaîne en fait d'urgence, faire des diagnostics rapides pour un peu expliciter davantage les schémas de changement qui ont été déjà identifiés, ce qui nous a permis pour chaque acteur d'avoir un plan de renforcement de capacité qu'on avait d'ailleurs appelé mini-plan de renforcement de capacité pour faire la différence avec le plan global de renforcement de capacité du secteur. Et maintenant, pour la mise en œuvre opérationnelle, l'idée c'était de pouvoir continuer cette réflexion collégiale qu'on a pu avoir lors de l'élaboration des théories de changement, continuer cette démarche collégiale et en même temps faire un suivi régulier. Et pour ce faire, nous avons adopté des sessions de benchmarking sur les thématiques de renforcement de capacité qui ont été identifiées. Et vous pouvez aller sur la diapositive qui suit, je pense. Voilà. Donc, en fait, pour prendre l'exemple ici sur l'amélioration en fait, de l'accueil au niveau des services d'urgence, il y avait un élément qui était vraiment primordial,
c'était comment en fait renforcer les... Parce qu'on avait trouvé que vraiment c'était un point faible et qui était une condition nécessaire pour que les urgences soient en fait améliorées. Et comment, au niveau de ces différents acteurs, avoir en fait un renforcement de l'accueil au niveau de ces unités et services d'urgence. Et ce qu'on a fait, sur la base en fait des thématiques qui ont été identifiées, nous organisons des sessions en fait de benchmarking. Et pour chaque session de benchmarking maintenant, il y a une thématique qui est discutée, qui est dans le plan de renforcement de capacité. Et quand les acteurs viennent, chacun va faire sa présentation selon ses pratiques, ses contraintes, ses points forts. Et à la suite de ces présentations, on allait définir un certain nombre d'améliorations. C'est ce que vous voyez dans en fait, le tableau à votre droite. Et ça, c'est ce qu'on a appelé les propositions d'amélioration. Et chaque maintenant entité devrait maintenant s'auto-évaluer par rapport à ces améliorations, là où il était. Et c'est le tableau en bas qu'on a appelé en fait le tableau de suivi des performances. Et là, chaque acteur donne son évaluation et donne également la cible qu'il voudrait en fait atteindre lors de la prochaine session. Et on discute ensemble si d'après sa présentation, est-ce qu'en fait cette évaluation est vraisemblable par rapport à sa présentation et d'une manière collégiale, on retient en fait les cibles et la baseline pour chacune des organisations. Et à côté de cela maintenant, chaque organisation, c'est ce que vous voyez dans la dernière colonne sur le tableau, action à faire. En même temps que vous donnez votre baseline et en même temps que vous donnez la cible, vous donnez exactement également quelles sont les actions que vous allez entreprendre avant la prochaine séance de benchmarking. Et vous allez faire ces actions-là. Et lors de la séance de benchmarking qui suit maintenant, on revient pour revoir les actions qui ont été faites. Et maintenant, chacun va redéfinir encore une autre priorité, c'est-à-dire une autre cible. Et ainsi de suite, jusqu'à qu'on épuise maintenant cette thématique. Et on reprend en fait une nouvelle également thématique pour terminer l'ensemble des thématiques en fait des plans de renforcement de capacité. Et périodiquement maintenant, nous mesurons en fait au niveau en fait d'enquête périodique sur la satisfaction des patients au niveau de l'accueil, qui nous permet en fait d'avoir également une idée sur l'évolution du ressenti des patients. Et également, nous mesurions également le taux de mortalité et ces taux au niveau des services d'urgence, et ces taux en fait sont donnés par le système national en fait de suivi et évaluation. Voilà, je pense qu'en gros, comment d'une manière concrète, on a pu, avec les différents acteurs impliqués, faire opérationnaliser en fait la démarche de théorie de changement au niveau des acteurs accompagnés. Merci beaucoup pour cette présentation, Maur, et merci aussi d'avoir joué le jeu de tenir un timing serré pour présenter un projet qui est riche. Avant de passer aux questions-réponses, puisque ça y est, on vous les a promis, le temps de questions-réponses va bientôt arriver, je vais me tourner une dernière fois vers Corinne. Corinne, donc pour la FD, on a vu que vous permettiez le recours aux AOC. Alors du coup, pour terminer cette première phase de discussion, j'aimerais savoir à quel point les organisations de la société civile se saisissent de celle-ci. Et puis, puisqu'il y en a qui seront peut-être intéressés aussi pour s'en saisir dans l'Assemblée, quels sont les écueils à éviter pour celles et ceux qui souhaiteraient se lancer dans les approches anti-changement? Merci Paul. Oui, eh bien, alors j'ai fait un petit sondage auprès de mes collègues et puis au gré des discussions, j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait une grande variété d'OSC en fait qui recouraient à ces approches, qui s'en saisissaient. Alors certaines s'en saisissent sur l'entièreté de la démarche, comme vous l'avez présenté tout à l'heure avec les 5 étapes. D'autres en fait utilisent ces approches pour élaborer une vision de changement de façon participative avec leurs partenaires. D'autres s'en saisissent plutôt au moment de l'évaluation.
Et en tout cas, peut-être que les OSC qui se saisissent le plus de ces approches, ce sont celles qui travaillent sur l'évolution des normes sociales. Je pense que dans le précédent webinaire, on avait un exemple avec Pays de Savoie Solidaire, hein, qui nous parlait de santé mentale. Il y a également les OSC qui travaillent beaucoup sur les normes de genre, qui s'en saisissent, sur le renforcement du pouvoir d'agir. C'est particulièrement intéressant pour tous ces projets-là. Alors, je ne sais pas si je suis en position de donner des conseils, mais peut-être que le conseil, ce serait de ne pas être trop effrayé par ces approches et justement de se dire qu'on peut s'en saisir par un bout, peut-être uniquement pour faire un atelier sur la vision qui va donner un cap pour le moyen terme ou dans le cadre d'une évaluation. Et puis, peut-être, si on le souhaite être accompagné, moi, je ne peux que recommander de demander à être accompagné par le F3E parce que je pense que ça facilite les choses et ça permet voilà, d'opérationnaliser ce type d'approche sans que ce soit douloureux. Merci. Merci beaucoup, Corinne. Alors du coup, on va passer au moment de questions-réponses. Il y en aura deux. Et c'est le premier. Donc il ne faut pas hésiter à vous manifester sur le chat ou en levant la main. Je vois, ben voilà, on a quelqu'un qui s'est lancé, c'est très bien. Euh, Peggy Pascal pour la cause a levé la main. Ben, je vous en prie, vous pouvez ouvrir votre micro et adresser votre question en présentant très très brièvement. Bonjour, merci beaucoup à vous pour l'organisation de ce séminaire. Donc moi, je suis Peggy Pascal, j'ai fondé un collectif qui s'appelle La Cause, qui fait de l'évaluation surtout de stratégies de plaidoyer. Et donc, on utilise beaucoup l'approche orientée changement. Et je voulais faire une réflexion puisque j'ai commencé à avoir un petit peu de bouteille. Et moi, quand j'ai commencé, c'était le cadre logique qui s'insérait peu à peu dans le quotidien des chargés de programme dans les ONG. Donc, j'ai commencé du côté des ONG humanitaires. On vous Et c'est entend vrai pas que le très cadre... bien, Peggy, excusez-moi. En fait, Ah, peut-être vous rapprocher de votre micro ou c'est vrai que le son est un peu éloigné. là, vous m'entendez mieux? Un peu mieux, mais c'est vrai que ne vous éloignez pas trop parce que c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Ok. Donc, le cadre logique a amené beaucoup de bien aussi hein, dans les ONG, dans les pratiques, notamment parce qu'il nous a permis de structurer la méthode, de prendre conscience en fait que c'est pas parce qu'on faisait le bien qu'on faisait bien. Et ça a été toute une période quand même assez importante et assez fondatrice. Je suis aussi coprésidente du groupe PRD. Je sais que Charlie du groupe PRD est là. Donc, j'évoque rapidement le compas qualité qui a été une méthode qui a permis de mettre en avant aussi l'importance de prendre en compte le contexte, la complexité. Et pour moi, les approches orientées changement, c'est un peu un retour en fait de cette prise en compte de la complexité. C'est aussi un peu plus d'humilité, de se dire que finalement, on ne peut pas tout prévoir et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et qui n'étaient pas forcément prévues dans un cadre de vie. Voilà, donc ma question, s'il y en a une, c'est comment on concilie, plutôt qu'opposer en fait le cadre logique et les approches dans ce changement, voilà, sans tomber, je pense, non plus dans l'écueil de complètement arrêter de mesurer les activités, les résultats qui sont aussi importants, tout en ouvrant un peu les chakras et en acceptant cette respiration, cette humilité qu'apportent les approches de méditation. Merci. Merci pour la question. Peggy, je vous propose qu'on prenne plusieurs questions de façon à ce que nos intervenantes y répondent selon leur volonté. Pour résumer, du coup, pour les gens qui étaient sur le chat et qui disaient qu'ils entendaient mal, c'était vraiment cette dimension d'articulation entre cadre logique, approche orientée changement, euh, comment concilier deux approches qui sont sans doute nécessaires l'une et l'autre. Voilà, donc j'appauvris votre pensée, Peggy, désolé, mais c'était pour donner quelques éléments de plus à ceux qui n'entendaient pas très bien. J'ai donc Marina qui a levé la main. Marina du GRS, si tu veux bien te présenter en un mot et puis adresser ta question. Oui, bonjour, merci. Donc Marina Dubois, je suis responsable inclusion et énergie au GRS. Mes questions, l'intervenant de LuxDev a mentionné le mot effrayant. Donc, qui est assez fort, si vous pouviez en dire un peu plus sur ce qui effrayait
Et déjà, est-ce que c'était effrayant au niveau de vos collègues en interne ou de vos interlocuteurs? Et aussi, donc je connais LuxDev, mais pas très bien, il faut l'avouer. Est-ce que en parallèle de ces approches orientées changement que vous mettez en place doucement mais sûrement au sein de votre organisation, vous accordez des flexibilités au niveau du montage du projet, puisque à notre niveau, une des difficultés qu'on rencontre, c'est de pouvoir tout flécher dès le départ. Si on élabore la théorie du changement en première activité, en première phase du projet, de façon participative avec les cibles et toutes les parties prenantes, il se peut que des besoins non identifiés émergent. Et du coup, est-ce qu'il y a cette flexibilité de budget qui est acceptable dès le départ, sachant qu'en interne aussi, les pratiques veulent qu'on flèche tout dès le départ. Donc voilà pour la question. Et juste une autre question. Euh, euh, Au niveau des OSC, j'ai bien noté aussi Alors, un frein sur les théories du changement qu'on a relevé, nous, c'est de générer trop d'attentes au niveau des parties prenantes. Donc, comment on arrive à modérer ça. Et le dernier point, c'était au niveau du renforcement des capacités que vous avez signalé, l'intervenante de l'AFD. Nous, on a un enjeu récurrent dans nos projets, c'est le turnover. On recrute des personnes diplômées, jeunes, qui sont très performantes, mais qui, au bout d'un moment, veulent continuer leurs études ou rejoindre d'autres organisations. Est-ce que ça, c'est pris en compte dans la mesure du renforcement de compétences que vous mentionnez? Voilà, le fait d'évolution de carrière qui, pour moi, est un résultat à part entière, et j'aimerais votre avis là-dessus. Merci. Merci Marina. Alors on a une intervention de Christophe à qui je vais donner la parole dans un instant. On a également une réflexion sur le chat de Elsa Goujon d'Expertise France qui nous indique être coordinatrice évaluation et qui est elle-même Expertise France, organisation qui est elle-même commanditaire d'évaluation. Et elle indique qu'elle a trouvé un fort écho avec la problématique qui a été relevée par Karen pour trouver des consultants compétentes pour aborder les approches orientées changement, notamment dans l'évaluation, et qui s'interroge sur l'intérêt qu'il pourrait y avoir à créer une communauté ou une base de données où pourraient être identifiés des consultants et consultantes formés. Donc voilà pour une question à laquelle on pourra sans doute aussi apporter notre grain de sel, mais je la rajoute aux questions déjà posées, et puis je laisse Christophe nous adresser ça ou ces questions, et puis après je vous laisse, intervenant et intervenante, y apporter des réponses. Christophe, je t'en prie si tu veux bien allumer ta caméra Oui, également. hop, Voilà. bonjour à toutes et tous. Trois éléments hein, donc en suivant la grille. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que il y a comment dire un ensemble hein, d'éléments que l'on met sous AOC hein, qui vont depuis les objectifs généraux du cadre logique. Hein, surtout maintenant qu'ils sont plusieurs. Avant, quand il n'y en avait qu'un, tout était simple. Maintenant, on peut en avoir trois ou quatre. La mesure de l'impact, hein, qui est quand même quelque chose d'ancien. On avait travaillé avec le F3E il y a 25 ans là-dessus. Et puis après, tout effectivement, les démarches euh, mises sous le label AOC, qui là aussi, pour certaines, hein, comme la cartographie des incidences ou autres, ou le changement le plus significatif, sont anciennes. Ce qu'on constate, nous, à partir de l'accompagnement qu'on peut faire, que ce soit à des coopérations bilatérales comme la coopération suisse ou à des ONG, c'est qu'on on traduit ça quand même dans des démarches qui sont d'une grande complexité. Voilà, on peut communiquer des tableaux de TOC qui sont absolument illisibles, quoi. Hein, voilà, on ne sait pas par quel bout les prendre. Et
surtout qui sont très peu appropriées par les autres parties prenantes, et en particulier par les personnes ou les structures avec pour lesquels ou avec lesquels on cherche à mesurer justement ou à identifier les changements. Et donc, pour moi, ce qui vient d'être évoqué depuis tout à l'heure, ce qui me semble intéressant, ça serait d'envisager, ou c'est d'envisager la redevabilité, pas tellement par rapport aux bailleurs de fonds, mais la redevabilité justement par rapport aux partenaires ou, comme on disait autrefois, aux bénéficiaires. Je pense que ça obligerait à clarifier et à avoir des modes de représentation plus simples, plus accessibles de ce qui est quand même effectivement la finalité pour laquelle on travaille, pour laquelle on n'est pas très bon au Sahel depuis 60 ans, par rapport aux changements qu'on produit, quoi. Voilà. Et dernier point, le constat, c'est que si on veut effectivement aussi pouvoir avoir une identification de ces changements, ça demande des moyens et ça demande des budgets de suivi et d'évaluation, puisqu'il y a quand même beaucoup de qualitatifs et du traitement éventuellement statistique sur des grosses cohortes. Ça demande des moyens qui sont supérieurs aux moyens généralement mobilisés pour les évaluations. Voilà. Merci, excusez-moi d'avoir été un peu long. Non, merci pour ces éléments, Christophe. Je relais deux autres interventions sur le chat avant du coup de céder la parole à nos intervenants intervenantes qui pourront lever la main également pour dire qui veut répondre. La première, c'est une question qui nous est adressée par Nejma, qui est coordinatrice du pôle des partenariats à SOS Fin Luxembourg. Et donc, elle nous disait qu'à entendre du coup ce qui avait été mis en place par LuxDev au Sénégal, elle s'interrogeait, et ça fait écho à ce que disait Christophe là dans sa dernière intervention, sur l'enjeu de volume RH, de temps de travail à consacrer pour mettre en œuvre une approche orientée changement qui tienne la route. Comment l'opérationnaliser, euh, comment aussi traiter les informations, les données qui remontent d'exercices, donc sur la dimension d'analyse, sur la dimension donc peut-être plus tournée vers le suivi et l'évaluation. Ce qui me permet du coup de faire la transition vers la dernière question que je relayerai pour cette session de questions-réponses, puisqu'on en aura une deuxième tout à l'heure, qui nous est adressée donc par Benjamin Maquet, qui est donc chargé évaluation et gestion des connaissances à LuxDev, et qui lui s'interroge sur le continuum entre suivi orienté changement et évaluation. Dans quelle mesure les méthodes comme le changement le plus significatif ou l'outcome investing sont des outils de suivi, d'évaluation ou un peu des deux, ou les deux à la fois. Voilà. Ça nous fait quand même pas mal de questions, ça nous fait pas mal de pistes de réflexion. Et donc, je me tourne vers nos 5 intervenants intervenantes pour voir si certaines d'entre elles, s'ils souhaiteraient répondre à certaines d'entre elles plus précisément. Alors, peut-être je me permets de prendre la parole sur une des dernières questions qui était adressée par Christophe Mestre du CIEDEL. Je trouve que effectivement c'est intéressant ce sujet de la complexité dans les démarches d'approche orientée changement, qu'elles soient au suivi, au niveau du suivi ou de l'évaluation, de théories de changement parfois extrêmement complexes, pas lisibles, peu appropriées, alors même que les approches orientées changement, je pense, ont un intérêt fondamental, c'est de créer du collectif et de l'animer dans la durée. Et donc, il me semble qu'effectivement, il y a un sujet là-dessus. Ça rejoint aussi la restitution qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps de la revue transversale des dispositifs de suivi et évaluation accompagnés par le F3E, où il a été dit à de nombreuses reprises que le mieux était l'ennemi du bien et qu'en matière de dispositifs de suivi, il faut toujours couper un peu dans nos ambitions, revenir à des choses plus simples, qui cadrent aussi avec les budgets, les moyens humains que l'on a, etc. Et je pense que c'est vrai sur le suivi et c'est vrai aussi sur l'évaluation. Et donc, il me semble effectivement que de ce point de vue-là, on peut aussi se permettre, ce que disait Corinne, hein, d'avoir des approches orientées changement qui sont peut-être pas à l'état de l'art, mais qui sont adaptées à ce qu'on peut faire, quoi. Et c'est mieux d'avoir quelque chose qui fonctionne avec nos moyens que d'avoir une ambition qui finalement ne rencontre pas les acteurs
et les objectifs. Bon, c'est un peu tarte à la crème de dire ça, mais en fait, dans le quotidien, on constate tout le temps, hein, on y est toujours confronté. Et ça rejoint aussi la question de l'articulation entre approche de gestion axée sur les résultats et approche cadre logique versus ou pas approche orientée changement. Il me semble là-dessus qu'il y a plusieurs points. On ne parle pas tellement là de la typologie de projet, mais euh, les approches orientées changement, il me semble, sont quand même très adaptées à certains types de projets. Paul et Claire, vous l'avez dit en introduction, sur ceux sur lesquels il y a des changements pour les acteurs, sur le renforcement de capacité, peut-être la gouvernance, l'éducation, la santé, sur des projets d'infra. Peut-être que c'est un tout petit peu moins adapté, si ce n'est de suivre le renforcement de capacité qu'il y aurait à la maintenance d'une infrastructure, etc. Donc, de ce point de vue-là, la complémentarité, elle peut aussi se jouer entre le type de projet et puis par ailleurs, je crois aussi qu'il y a une sorte de chronologie, en tout cas, j'ai l'impression parfois de le voir, c'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est complètement vrai, hein, mais c'est une question que je me pose, j'ai l'impression qu'on passe d'abord par l'approche cadrologique pour en toucher les limites, pour ensuite évoluer sur certains projets, sur certains dispositifs vers de l'approche orientée changement, là où ça apporte une plus-value. Et je pensais auparavant qu'on pouvait peut-être faire l'économie de passer par le cadre logique et d'aller directement vers des approches qui embarquent plus le changement. Et en fait, peut-être que c'est des briques qui s'additionnent. Voilà, Merci Karine pour ces éléments. Du coup, on avait Yann également qui voulait réagir. Yann, je vous en prie. Oui, merci Paul. Oui, beaucoup de questions très intéressantes. Maintenant, bon, le temps est un peu court, mais peut-être comme ça à la volée dire que bon, j'ai évoqué le caractère effrayant. J'ai bien dit pour certains, hein, c'est vraiment une minorité de nos collègues. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un côté quand même déstabilisant parce qu'on change, on passe d'une méthode qui est maîtrisée, connue de tous, hein, qui est celle du cadre logique, à une méthode nouvelle avec cette sémantique aussi de théorie du changement. Donc, je crois que le côté justement abstrait, théorique aussi renvoie voilà, à des dimensions qui, pour certains collègues opérationnels, sont un peu éloignées. Donc voilà, maintenant, bien sûr, il y a tout un travail justement d'accompagnement du changement au sein de nos organisations pour que ces notions soient comprises, maîtrisées, acceptées. Et je pense que progressivement, on arrive hein, à internaliser un peu ces nouvelles approches. Maintenant, et ça a été une des questions de Marina, on doit garder la flexibilité propre justement à ce type d'approche, faire en sorte que la théorie du changement en fait soit vivante. Et pour ça, il est essentiel qu'elle soit bien communiquée, comprise de tous. Normalement, elle est élaborée par les porteurs de changement, que sont les parties prenantes, bon là en l'occurrence dans le cas de nos appuis, qui sont les parties prenantes de certains secteurs comme la formation, la santé, etc. Et un des enjeux essentiels, c'est qu'il y ait cette appropriation, ce portage et cette réinterrogation pardon, régulière, donc à la fois des stratégies et puis des approches opérationnelles. Donc tout ça, ça constitue des enjeux pour l'action. Et les approches orientées changement, elles ne se résument pas à des périodes de conception ou d'évaluation, elles doivent traverser vraiment, je dirais, tout le cycle et amener, on l'évoquera tout à l'heure, hein, d'autres manières de faire, en fait, aussi dans l'accompagnement des actions, des appuis de renforcement de capacité en particulier. Donc voilà, maintenant, pour ce qui est du temps de travail, pour mettre en place ce type d'approche, c'est clair que ça demande quand même un effort, je dirais, interne à chaque organisation pour déjà acquérir les compétences, qu'elles soient méthodologiques ou qu'elles soient comportementales. Et puis, par la suite, eh ben, accompagner la mise en œuvre, avoir recours à une expertise externe. Et comme ça a été mentionné par donc Expertise France, on a parfois du mal hein, à trouver une expertise qui soit qualifiée en la matière. Donc là aussi, il y a des choses à construire, je dirais, pour avoir davantage de ressources, que ce soit en interne ou en externe, pour implémenter ce type d'approches qui sont quand même assez exigeantes quand même en termes d'investissement et de partenariat.
Merci pour ces éléments, Yann. Et puis, on avait du coup une réaction également de Corinne qui avait levé la main. Oui, merci Paul. Je voulais peut-être essayer de revenir sur les questions de Marina Dubois et puis de Christophe Mestre. Alors, Marina nous disait que effectivement, il fallait élaborer la théorie du changement au démarrage du projet et que du coup, il fallait envisager une flexibilité au démarrage. C'est vrai que c'est une difficulté, puisqu'on sait bien que, par exemple, les ONG élaborent leur projet, le soumettent à financement et puis ensuite le démarrent. Donc, je ne minimise pas du tout cette difficulté. Effectivement, l'idéal, c'est de pouvoir construire le projet avant, mais on sait qu'il y a peu de financement disponible pour ça. Bon, j'en profite pour faire de la publicité pour le F3E, puisque, il y a un nouveau fonds qui vient de se mettre en place qui justement vise à financer des études hors projet, en amont des projets, pour construire justement des projets entre divers partenaires. Mais enfin bon, le F3E ne pourra pas tout résoudre non plus. Donc c'est vrai, c'est une difficulté. Après, ça peut aussi, alors ça dépend peut-être des bailleurs, mais ça peut peut-être se discuter aussi un peu avec le bailleur et, et, et de prévoir un petit degré de flexibilité en cours d'exécution. Je pense que c'est une discussion que parfois vous pouvez avoir avec vos bailleurs. Je voulais revenir aussi sur le fait que parfois ça risque de générer trop d'attentes par rapport aux parties prenantes. C'est vrai que moi j'ai parfois pu le constater, ou alors ça, ça génère des visions qui finalement sont pas forcément très réalistes ou qui sont pas suffisamment raccordées aux contraintes. C'est vrai, donc je pense que ce qui est important peut-être, et ça rejoint la remarque de Christophe, c'est d'articuler cette vision commune et puis aussi ces temps de restitution, de redevabilité commune entre partenaires et bénéficiaires. Mais c'est effectivement une difficulté à tenter d'éviter, à mon avis. Et puis, sur les budgets de suivi-évaluation, oui, c'est sûr que si on y consacre plus de temps, ça va forcément être plus de moyens. Moi, pour ce que je constate au quotidien, j'essaye plutôt en général d'encourager à ce qu'il y ait davantage de moyens dans les projets qui soient consacrés au suivi-évaluation. Donc, peut-être ne soyez pas trop timide sur ces aspects-là. Merci. Merci beaucoup, Corinne, pour ces précisions. Merci aussi à Yann et Karen pour vos réponses. On espère avoir répondu en partie à vos interrogations. Je voulais, avant de poursuivre notre deuxième temps d'échange, peut-être revenir rapidement sur la question d'Elsa concernant justement la mise à disposition de compétences dans le cadre notamment des consultants, consultantes que l'on pourrait trouver pour accompagner ces démarches d'approche orientée changement qui, effectivement, comme le rappelait Christophe, ne sont pas nouvelles, mais du coup, ça s'intègre de plus en plus dans les pratiques. Le F3E, on a tout à fait conscience, puisque effectivement, comme vous le savez, nous accompagnons nos membres dans la conduite d'études et en mettant à disposition notamment des listings de consultants consultantes. Et on a constaté effectivement qu'il y avait aussi ce besoin en termes de compétences, de renforcer les compétences. Donc, on travaille justement sur un projet d'accompagnement de ces consultants consultantes avec lesquels nous travaillons et avec d'autres avec lesquels nous ne travaillons pas encore, pour justement permettre cette acculturation à ces approches et à ces démarches que nous promouvons au sein du F3E et aussi à une mise en lien avec notamment des consultants internationaux, des consultants plus francophones, français, et donc du coup de pouvoir permettre un petit peu ces échanges. Donc on travaille sur un LinkedIn et sur des groupes de travail et des groupes notamment d'accompagnement entre consultants, consultantes. Donc on est dans cette dynamique, c'est encore au démarrage, mais on l'a bien en tête et donc on partage aussi ces préoccupations. Voilà. Oui, Paul disait qu'effectivement, nous lançons également une nouvelle formation ici aux approches orientées changement en septembre et que bien sûr, les consultants consultantes sont les bienvenus.
Donc, pour poursuivre ce deuxième temps d'échange, bah, justement, l'idée, c'est un petit peu d'aller interroger quelle est la plus-value des approches orientées changement par rapport notamment au cadre logique. Et je vais donc commencer à poser cette question à Corinne, rapidement, voilà, qu'est-ce qui pourrait distinguer finalement ces deux approches et quelle serait la plus-value des approches orientées changement, notamment sur le cadre logique. Oui, on a déjà un peu effleuré cette question, notamment Karen tout à l'heure. C'est vrai que dans les projets qui nous sont adressés, souvent le cadre logique est vu comme un outil qui permet de présenter le projet de façon synthétique et de faire un tableau des indicateurs. Donc en fait, ce cadre logique, il reflète pas forcément ce qu'on appelle l'approche cadre logique dans toute sa globalité et il ne reflète pas forcément une démarche de discussion du projet avec tous les partenaires, d'analyse des parties prenantes, etc. Je dirais que, ben, comme l'a dit Karen tout à l'heure, hein, quand le cadre logique il est vraiment utilisé dans une approche cadre logique, ça peut vraiment être intéressant et se rapprocher des démarches orientées changement. Donc peut-être là où les approches orientées changement ont une plus-value, je crois qu'on l'a déjà dit, hein, c'est que ça oblige à avoir une vision commune à tous les partenaires du projet, en particulier les partenaires de mise en œuvre, les partenaires sur le terrain, les partenaires locaux, et que quand on élabore cette vision en commun, c'est porteur d'un partenariat plus équilibré entre les organisations du Nord notamment et les organisations du Sud. Donc ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, je crois on l'avait déjà mentionné, c'est de se projeter sur un temps un peu plus long que la durée stricte du projet. Et donc, quand on est sur des sujets comme le plaidoyer, comme la structuration du milieu associatif, comme le renforcement de capacités, on sait qu'on est sur un temps long et où les changements ne sont pas forcément très linéaires. Voilà, donc c'est deux avantages que je voulais mettre en avant. Merci. Merci Merci beaucoup, Corinne. Corinne. Ça rejoint aussi une remarque qui avait été faite tout à l'heure, on ne l'avait pas pris parce qu'on était pris dans autre chose, mais de Peggy de la cause qui soulignait l'intérêt des AOC, notamment sur les projets de plaidoyer. Je me tourne à présent vers l'USDEV et en l'occurrence vers Yann. Euh, Vous, donc cette démarche d'accompagnement du changement, qu'est-ce qu'elle permet que ne permettait pas le cadre logique, on va dire, plus classique? Bon, je crois tout d'abord, ce qui est important à notre niveau, c'est de ne pas opposer en fait les deux approches, mais d'essayer de faire en sorte qu'elles soient complémentaires. Je crois que ça a été évoqué déjà à plusieurs reprises, hein. Le cadre logique, c'est quand même une méthode structurante qui est très utile pour la planification et le suivi opérationnel. Donc, on a essayé, voilà, je dirais, de panacher un peu les deux. Maintenant, le cadre logique aussi présente, de notre point de vue, en tout cas, certaines limites auxquelles les approches orientées changement permettent de répondre. Et la première qui nous paraît importante, c'est le caractère peu flexible du cadre logique. Alors c'est vrai que ça renvoie aussi à ce qu'évoquait tout à l'heure, je crois que c'est Karen, le traitement bureaucratique aussi que nous en faisons. Et c'est vrai que souvent, utiliser la théorie du changement ou des approches orientées changement, ça permet d'apporter un peu de fraîcheur, je dirais, à notre manière de concevoir des interventions. Maintenant, de fait, l'application en particulier de la théorie du changement, elle est beaucoup plus libre en fait, puisque on n'est pas obligé d'être dans une pensée linéaire. Bon, bien sûr, on travaille sur des relations de cause à effet, mais de manière beaucoup plus ouverte. Une précondition d'un changement peut influencer un autre changement, alors que dans le cadre logique, on a quelque chose de beaucoup plus voilà, cloisonné. On se donne aussi autant d'étapes que nécessaire, donc les chemins de changement ben voilà, sont plus ou moins complexes et tortueux. Et je pense que de ce point de vue-là, on a donc des outils qui sont beaucoup plus en phase avec la complexité contextuelle qu'on rencontre souvent. Bon, nous, en particulier, quand on est, par exemple, dans l'appui à une politique sectorielle, il y a énormément d'acteurs, d'interactions et une complexité souvent grandissante, surtout dans des secteurs comme la formation, par exemple, où la dimension humaine est très importante. Et donc, c'est vrai que l'utilisation des AOC est plus appropriée de notre point de vue.
Maintenant, comme on le dit, ce n'est qu'un moyen d'arriver à concevoir, élaborer une stratégie d'intervention. Et à un moment, il faut pouvoir dire, voilà, on souhaite intervenir sur telle ou telle dimension du changement et on se donne ensuite une méthodologie peut-être un peu plus verrouillée pour développer donc le côté plus opérationnel. Après, il y a la dimension plus philosophique qui a été déjà abordée, c'est que le cadre logique souvent voilà, s'intéresse aux problèmes, hein. On construit un arbre à problèmes, on voit les choses peut-être de manière un peu plus négative dans une logique curative, alors que la théorie du changement, bah, elle procède d'une vision positive qui normalement fédère les acteurs. Donc il y a toute cette dimension et la plus-value, elle est aussi au niveau du dialogue et de l'engagement des parties prenantes, justement au moment où on construit la vision. Donc ça, c'est quand même également un point essentiel à mettre en avant. Voilà, Ouais, merci. bah, je vous en prie, Yann. Mais dites-nous un peu peut-être plus concrètement comment enfin, ces approches ont changé vos pratiques au cours des dernières années. Alors, bon, ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, on a donc pu élaborer différents référentiels méthodologiques et à partir de ceci, on a essayé donc d'identifier les différents changements que l'adoption des AOC implique. Donc, c'est un peu le changement au carré, je dirais. Et ceux-là sont multiples et concernent toutes les phases de notre cycle de programme. Donc, on a essayé de redire en fait notre cycle de programme, de projet et de voir toutes les implications. Et donc, on a une phase de conception, comme je l'évoquais, qui est plus dense, plus participative, mais ça permet aussi d'aboutir donc à une logique d'intervention en cohérence avec le contexte, traduisant la vision positive donc, que j'évoquais, et puis qui est partagée avec l'ensemble des parties prenantes. Maintenant, au moment de l'exécution, cela implique également plusieurs changements. Alors, j'insisterai sur deux d'entre eux et puis on évoquera une application concrète qui a été conduite au Cabo Verde, mais aussi dans d'autres pays donc, partenaires de notre coopération. Donc, la phase de conception qui est extrêmement riche, avec un des enjeux, c'est de pouvoir bien suivre les hypothèses posées au départ de manière participative. Et je crois qu'on l'a justement, je crois que c'est Marina qui l'évoquait, les AOC, ça présuppose un système de suivi à la fois robuste et qualitatif qui permet de s'interroger régulièrement sur la contribution au changement. Donc ça, c'est un des premiers aspects. Donc, l'idée, c'est de pouvoir adapter aussi nos systèmes de suivi et évaluation aux approches orientées changement. Et on a d'ailleurs une étude d'évaluabilité en cours pour voir quelles seraient les implications, en fait, au niveau donc, de nos dispositifs et de nos outils pour suivre au mieux donc, les changements qui ont été identifiés. On a également donc appuyé en partenariat avec l'AFD et nos partenaires ouest-africains l'élaboration d'un référentiel pour disposer de méthodes et d'outils permettant de piloter le changement. D'ailleurs, c'est son nom, piloter le changement. Donc, on pourra le mettre à disposition des différents participants. Et donc, ce référentiel permet d'identifier un ensemble de ressources, dont certaines d'ailleurs sont également développées et promues par le F3. Deuxième changement essentiel, c'est que la démarche d'accompagnement du changement, elle implique un nouveau positionnement donc vis-à-vis des partenaires que nous accompagnons, qui sont à la fois les propriétaires et les porteurs de changement. Et donc, à ce niveau-là, on a développé une offre de formation en interne qu'on a appelée le renforcement de capacité au carré et qui permet de renforcer les compétences douces de nos collègues, donc soft skills en anglais, collègues d'ailleurs que nous avons rebaptisés, entre guillemets, accompagnants techniques. On trouvait que justement au niveau sémantique, la notion d'assistant technique impliquait une certaine passivité en fait au niveau des acteurs partenaires donc, que nous accompagnons. Donc, dans certains de nos projets, programmes, on a revu donc l'appellation de nos collègues qui sont en première ligne du renforcement des capacités.
Donc, je propose que notre collègue, donc Neya Montero, partage l'expérience qui a été conduite au Cap-Vert dans ce domaine. Merci. Merci Yann, merci à tous. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous. Alors, je suis Léa Montero, assistante technique en renforcement de capacité et accompagnement du changement au sein de l'UXTEP, le bureau au Cap-Vert. Donc, la formation que nous avons réalisée l'année dernière, 2023, on l'a intitulée « Quelles compétences douces pour accompagner l'autonomie des partenaires ?» et elle a compté avec une vingtaine de collaborateurs ici au Cap-Vert. Et elle a abordé différentes thématiques autour des compétences douces et notamment le thème de la résistance au changement. Et nous avons adopté une approche agile qui se voulait pratique et donc basée sur l'analyse des besoins des participants, mais aussi en disant des outils didactiques pour un peu favoriser l'échange aussi entre les différents collaborateurs. Elle a fait appel à différents outils assez simples et des concepts assez faciles à mémoriser. Et c'est une session qui a facilement abouti, si je peux dire, à, à des échanges très riches, notamment avec des méthodes d'accompagnement après formation et un transfert de compétences et des sessions qu'on appelle des sessions REX de retour sur expérience. Suite à cet échange, une communauté de pratique se met petit à petit en place avec des changements notables qui sont en cours, puisqu'on note notamment un intérêt croissant des différents collaborateurs à investir du temps pour échanger et apprendre mutuellement sur ces méthodologies, notamment l'accompagnement du changement. On note aussi un reporting de plus en plus axé, si je peux dire, sur la satisfaction des publics cibles et sur cette notion de l'amélioration continue. Il y a par ailleurs aussi une cohabitation possible entre l'approche, la démarche d'accompagnement de changement et le cadre logique. On le sent, on le met en œuvre en ce moment même dans le cadre d'un programme, le programme de gouvernance et d'action climatique au Cap-Vert. On note aussi une prise en considération assez croissante des questions transversales et relationnelles dès la phase de formulation et de lancement des programmes. Là, on parle des questions transversales telles que les questions liées au genre, à la mesure d'impact environnemental, à la gestion des ressources humaines. Donc, tous ces sujets-là sont de plus en plus appréciés et pris en considération dès la formulation. Il y a aussi une richesse de ces moments de formation autour des compétences douces où différents secteurs se rencontrent, des secteurs qui ne dialoguaient pas forcément ensemble. Et donc, le partage intersectoriel devient aussi un moyen de diffusion de bonnes pratiques autour de cette approche d'accompagnement de changement. Donc, voilà, cette formation RC au carré, renforcement de capacité au carré, elle porte ses fruits ici au Cap-Vert et en posant notamment les bases de l'accompagnement au changement. Et cet accompagnement n'est pas sans, comme on le sait, sans faire face à des résistances, mais elle s'enrichit aussi de ce qu'on a dit là, de ce partage très, très dur et très pratique autour des différents secteurs et de l'approche que chacun a de cette démarche. Donc voilà, très brièvement, c'est peut-être un peu conceptuel un petit peu, mais bon, là, si vous avez des questions plus pratiques, on peut aussi y revenir. Voilà pour le partage du Cap-Vert. Merci. Merci beaucoup, Neya, pour cette présentation très concrète. J'ai vu qu'il y a d'autres, donc il y a des questions qui sont posées. On y reviendra lors du temps auquel on va arriver très prochainement d'échange. Donc, on les note, n'ayez crainte, nous les avons en tête. Donc là, maintenant, je vais me tourner du coup vers Corinne. De votre côté, du coup, à l'AFD, qu'est-ce que cela a changé concrètement dans vos pratiques? Oui, bah on a vu qu'à l'AFD, là chez nous, à la division partenariat avec les organisations de la société civile, les AOC étaient arrivés il y a une dizaine d'années et je crois qu'au fil des années, on s'est collectivement ouvert à ces pratiques. Et je dirais que plus globalement, on s'ouvre aussi à ces pratiques qui sont dans des démarches réflexives, les AOC, c'est des démarches réflexives et qu'on encourage ces démarches réflexives chez nos partenaires parce que pour nous, ben, on l'a déjà dit, hein, ça permet de fédérer les partenariats, ça permet de renforcer les ONG au nord comme au sud et c'est bien l'objectif, nous, de notre dispositif Initiative OSC. Donc, ce qui nous importe, je dirais, c'est que les organisations consacrent du temps à des exercices réflexifs
et ne se limite pas à juste, je dirais, nous donner un cadre logique qui serait une liste d'indicateurs. Donc, bien sûr, on continue à demander un cadre logique, hein. On souhaite s'assurer que les ONG suivent les activités, suivent les réalisations. Il y a un modèle dans nos dossiers de projet, il y a un modèle de cadre logique, mais qui n'est qu'un modèle. Donc, on est tout à fait ouvert à ce que ce modèle soit modifié, soit adapté. Et ce qui nous importe avant tout, c'est que les changements soient définis et qu'ils soient suivis. Et donc, lorsqu'on nous propose un cadre de résultat qui intègre cette dimension de changement, eh bien, on trouve ça très pertinent et on est ravis. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on a bien compris qu'il y avait deux côtés, hein, côté AFD, le côté plus projet, le côté plus évaluation. Et donc, je me tourne à présent vers Karen. Vous, chez Eva, du coup, comment ça se traduit concrètement, cet usage des approches orientées changeant? Alors, nous, on a évalué notre politique d'évaluation en bon évaluateur il y a maintenant plus d'un an et demi et on s'achemine vers la validation d'une nouvelle politique de suivi et d'évaluation à l'AFD qui devrait confirmer le fait qu'on réalise des évaluations sur mesure. C'est-à-dire que pour nos évaluations, l'idée, c'est de les rendre utiles au contexte et donc de se permettre de réaliser des évaluations sur la base de critères CAD utilisés de manière un peu standard si l'évaluation est réalisée à des fins de redevabilité pure, hein, ça peut être le cas, mais aussi d'avoir des termes de référence complètement adaptés à des approches orientées changement si c'est le besoin et si ça correspond au contexte et à la demande des acteurs. Donc ça, c'est un point important parce qu'on a souvent, peut-être parfois, été contraint par une sorte de rigidité dans nos termes de référence d'évaluation de projet. Et donc, on se permet aussi d'avoir certaines évaluations de projet qui sont axées quasiment uniquement sur ces questions de changement, de causalité, de questionnement sur les effets, etc. Ça, c'est un premier point avec le budget qui peut aller. C'est-à-dire qu'on a des évaluations de projets qui, de manière paramétrique, tournent autour de 40 000 euros pour l'évaluation d'un projet. On se permet de moduler un peu ce budget pour pouvoir correspondre à des méthodes qu'on souhaite appliquer. Alors, pas pour toutes les évaluations, mais voilà, dans certains cas. Et par ailleurs, peut-être, pour illustrer un peu ce qu'on peut faire avec les approches orientées changement, il a beaucoup été mentionné l'usage à des fins de plaidoyer. Nous, à l'AFD, on est intervenu sur là, le test d'une approche orientée changement, d'une méthode de suivi et évaluation adaptée à des projets de dialogue de politique publique qui étaient alimentés par la recherche. Donc, un sujet très particulier, à la fois évaluer la recherche, on tombe dans des complexités assez importantes, et évaluer du dialogue aussi. Et donc là, et je pense que ça s'approche un peu de ce que peuvent faire certains des participants sur le plaidoyer. On a travaillé autour d'une structuration de 3 ateliers qui permettaient, avec les équipes projets, avec les partenaires, de se poser les questions de quels sont les enjeux sur lesquels on travaille à travers l'initiative ou le projet. Et là, on avait fait travailler, les consultants avaient produit une revue littérature qui permettait, quand on réfléchissait sur les enjeux, d'avoir déjà un panorama en fait, des enjeux sur lesquels on peut se positionner quand on travaille sur de la recherche, du dialogue, des décideurs, etc. Donc, c'est une sorte d'approche orientée changement un peu adaptée au type de projet sur lequel on travaillait. Donc, de travailler sur ces enjeux, de travailler sur la cartographie des acteurs, la théorie de changement, et puis finalement de se poser la question, évidemment, de suivi-évaluation et quels outils simples on peut mettre en place, parce qu'on est arrivé, nous, dans un certain nombre de projets qui avaient cette structuration de dialogue alimenté par la recherche, mais il n'y avait pas de budget suivi-évaluation qui avait été prévu au démarrage, ni de temps finalement dédié. Et on a quand même, avec l'aide de consultants, c'était Quadrant Conseil qui a accompagné cette démarche, réussi à proposer des outils simples qui permettaient de documenter des changements. Et notamment, donc, je me souviens à Madagascar en particulier, avec l'INDRI, de récupérer, finalement, d'avoir un recueil des influences du projet. Il le faisait de manière très simple par un groupe WhatsApp et il se donnait le moyen de noter chaque signe d'influence. C'est-à-dire que s'ils sont en réunion avec un ministère et que tel haut fonctionnaire prend la parole pour reprendre les mesures qui étaient promues par le projet,
c'est noté quelque part et ensuite c'est renseigné avec un certain nombre de caractéristiques. Est-ce que c'est un signe d'influence majeure, important ou moins important? Est-ce que c'est plutôt la reprise des mesures? Est-ce que c'est un soutien au partenariat, la reprise des contenus ou des signes de mise en œuvre, même des mesures qui avaient été promues dans le projet? Et simplement avec ces deux, trois éléments alimentés au fil de l'eau dans l'équipe projet, au bout d'1 an, 2 ans, ils ont réussi à compiler 40 signes d'influence du projet en disant, voilà, il y en avait 4 qui étaient exceptionnels, rencontre avec la présidence de la République à Madagascar, etc. D'autres qui étaient importantes, d'autres qui étaient moins importantes, et puis ils savaient les catégoriser. Et en fait, sur des projets comme ça qui ont effectivement des effets intangibles, si on arrive à la fin du projet, nous, de manière ex post dans une évaluation, il y aura eu le turnover de tout ce dispositif, de toutes ces personnes dans les administrations. On aura complètement perdu cette matière et le narratif sur les effets, il sera très difficile à retrouver. En revanche, là, le suivi évaluation orienté changement est très, très précieux parce que on peut recueillir tous ces éléments, les cumuler et puis commencer à avoir un narratif sur les effets qui est intéressant et sur lequel ensuite on peut éventuellement ex post aussi rebâtir, compléter, analyser les effets. Merci beaucoup, Karen, pour ces éléments de précision. Ça nous permet effectivement de terminer avec le dernier axe de questionnement, qui est de se demander s'il y a eu des résistances du coup par rapport à ces approches orientées changement, que ce soit vis-à-vis des partenaires, en interne, dans les 10 autres départements, les autres directions. Et du coup, je m'adresse à Yann de LuxDev pour du coup voir un petit peu s'il y a eu. Alors, vous en avez déjà parlé un petit peu lors de Ouais. l'implémentation du processus. Vous nous avez déjà mentionné des éléments sur ces choses-là, mais éventuellement, voilà, peut-être revenir un peu, peut-être plus précisément sur comment vous avez justement dépassé ces points de résistance potentiels. Oui, merci beaucoup. Oui, je pense que c'est une question essentielle. Bon, comme pour toute réforme interne, hein, quelle qu'elle soit, il y a forcément une résistance au changement. Et c'est justement, voilà, le domaine que nous souhaitons traiter. Donc, voilà, par les faits, on est confronté à ce type de problématique. Maintenant, on n'a pas fait d'enquête de perception sur la démarche d'accompagnement du changement et serait peut-être intéressant justement de mieux documenter, de mieux comprendre de quelle nature et à quel niveau, à quelle intensité cette résistance s'exprime. Maintenant, on a parfois, souvent, l'impression que bon, la théorie du changement, en tout cas, est comprise comme un surplus de travail, en fait, hein, quelque chose qui est un peu imposé par, par les méthodologues pour s'occuper. Et bon, surtout lorsqu'il y a un déficit de sensibilisation et de formation en amont, on n'a pas forcément voilà, une compréhension, une maîtrise satisfaisante de ces approches. Donc, c'est clair que la dimension renforcement de compétences et communication, sensibilisation autour de la méthode est très importante. Maintenant aussi, on a cette image négative que j'évoquais et qui a été parfois mentionnée hein, lors des débats. On a des schémas parfois de théorie du changement qui sont hyper complexes, très labyrinthiques, et c'est vrai que ça a un côté, ça n'aide pas en tout cas à l'adhésion à ce type de méthode. Maintenant, on confond un peu, je pense, la méthode et l'objet. On est dans des contextes très complexes. On souhaite traiter plusieurs dimensions. Bon, je vois par exemple dans les appuis qui sont les nôtres, on traite par exemple en termes de formation professionnelle de l'accès, de la qualité, de l'insertion, de l'accompagnement à l'emploi, de la gouvernance. Donc forcément, à chaque fois, on rentre dans des matières complexes avec une pluralité d'acteurs et cela se traduit par des schémas qui peuvent paraître compliqués alors qu'ils sont juste complexes. Et bon, une des méthodes, une des approches que nous avons développées, ben, c'est de pouvoir, même si ce n'est pas dans l'esprit, dissocier, avoir des mini-théories du changement ou des théories du changement simplifiées pour aider à la communication autour de la théorie du changement. Donc ça fait partie hein, des résistances.
Quoi, ça explique en partie les résistances. Maintenant, je pense qu'il y a aussi tout un travail à développer en direction des décideurs, donc que ce soit au niveau des pays partenaires ou bien voilà, de notre propre coopération, pour que les décideurs comprennent bien le sens de la démarche et qu'il puisse y avoir aussi un dialogue politique sur les grands enjeux en amont de la construction de la vision. Parce que la difficulté, c'est qu'une fois que la vision est construite, ben, ça laisse peu de place pour des évolutions. Et il faut qu'il puisse y avoir donc en amont, je pense, la possibilité d'un dialogue à haut niveau pour que la vision n'échappe pas en fait aux décideurs donc, qui pilotent les process. Voilà, maintenant, souvent aussi, on sous-estime, je pense, les implications sur les volets exécution. Donc, on met beaucoup de ressources au moment de la conception des stratégies d'intervention, mais après, ça demande, et on l'a évoqué à plusieurs reprises, tout un tas de modifications et d'investissements particuliers pour la mise en œuvre et pour que l'esprit orienté changement ben, infuse en fait toute l'intervention. Et je pense que là aussi, il y a des enjeux forts qu'il faut pouvoir un peu anticiper. Et puis enfin, bon, je l'avais évoqué, on a eu beaucoup de difficultés dans le passage en fait de théories de changement très complexes avec des plans d'action qui devraient être relativement faciles à mettre en œuvre. Et comment aussi on assure une certaine dialectique, un dialogue entre les deux, qui n'est pas une rupture en fait entre le stratégique et l'opérationnel. Donc ça aussi, ça, voilà. Ça fait partie des contraintes qui peuvent expliquer les résistances. Donc, on essaye de concevoir un nouveau plan interne d'internalisation avec différentes dimensions, que ce soit de la communication, de la formation, également le coaching, l'appui conseil au niveau donc, des équipes, voir aussi toutes les implications en termes de gestion des ressources humaines, donc au moment aussi des recrutements ou de la formation continue, comment on prend davantage en charge ces dimensions. Et puis aussi, éventuellement, des adaptations organisationnelles, donc au sein de nos programmes, au sein de nos bureaux, voir comment voilà, internaliser des fonctions en rapport avec ces différentes dimensions. Merci beaucoup, Yann. Effectivement, c'est assez challengeant. Du coup, je m'oriente du côté de l'AFD, Corinne. De votre côté, du coup, comment sont appréhendées ces approches et aussi par les autres directions, notamment que la vôtre, en interne, du coup, à l'AFD? Oui, alors sur le reste de l'AFD, je passerai peut-être la parole à Karen. Nous, dans la division OSC, je dirais que on connaît de mieux en mieux ces approches. On est en interaction avec des partenaires qui les pratiquent depuis de longues années. Donc, je dirais que collectivement, on est ouvert à ces approches. On n'a pas forcément de réticence. Après, elles peuvent, pour les collègues qui les connaissent moins, elles peuvent paraître un petit peu plus obscures, un peu plus nébuleuses. Et donc, il y a peut-être un travail de pédagogie à faire de la part des organisations vis-à-vis de nous. De même que nous avons pu être amenés aussi à faire de la pédagogie vis-à-vis de notre comité ONG. Je pense par exemple quand on doit présenter un projet du F3E qui justement vise à promouvoir les AOC, il faut faire de la pédagogie et expliquer ce que c'est. Mais je crois que maintenant, on est arrivé à un moment où, comme vous le disiez tout à l'heure, je crois qu'on en est au 3e programme. Donc, là, on a quand même franchi des seuils et je pense plus qu'il y ait trop de réticence au niveau des projets OSC, mais le contexte est un petit peu différent, comme l'a dit Karen, avec peut-être le reste de la maison AFD où il y a des projets qui sont quand même de nature très différente. Karen, du coup, je te Oui, Karen, laisse du la coup, au parole. niveau Eva. Alors, niveau EVA, je crois que j'en ai déjà parlé, hein. Nous, on essaie de se soigner, de se former, de s'améliorer sur la prise en compte de diverses approches orientées changement dans nos évaluations, mais peut-être sur le suivi à la AFD et sur l'intégration de ces approches dès le démarrage des projets. Nous, à EVA, encore une fois, on n'a pas
ce mandat. C'est pas dans notre périmètre direct. Ceci dit, ça fait longtemps qu'on travaille autour de ces notions. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a évalué notre politique d'évaluation donc dernièrement, j'en ai déjà parlé. Un des premiers constats, c'est de dire qu'il y a des faiblesses et des défaillances sur les dispositifs de suivi à l'AFD. Et donc, l'AFD s'en saisit. On a eu aussi des audits externes par des juridictions externes à l'AFD qui sont revenus sur ce point et qui ont recommandé de mettre en place une gestion axée sur les résultats beaucoup plus solide au sein de l'AFD. Donc, on a aussi des contraintes qui se posent à l'AFD. Et en fait, je pense qu'il faut se enfin, on prend conscience aussi de ces contraintes-là, à la fois de redevabilité vers les parlementaires. La loi sur le développement nous impose un certain nombre d'éléments à suivre, qui nous impose aussi d'avoir des indicateurs qui puissent être agrégeables sur les projets. Donc, vous voyez comment ça redescend finalement sur le cadre logique plutôt que sur l'approche orientée changement, ce type d'éléments. Et puis, peut-être aussi avoir en tête que l'AFD se finance à travers maintenant en partie des obligations, des émissions d'obligations, des émissions obligataires avec un enjeu ODD ou des obligations vertes. Et donc, on se doit d'être redevable vis-à-vis de nos financeurs. Et notamment, eux-mêmes vont communiquer sur les indicateurs que l'AFD va leur transmettre. Et ça, j'en avais pas conscience récemment. J'ai mieux pris conscience de cela. Et donc, ça met une pression aussi sur les opérations pour se structurer, pour avoir des indicateurs agrégeables beaucoup plus solides. Et finalement, ça met des incitations pour travailler mieux et plus sur le cadre logique et sur une chaîne de résultats de ce type à l'AFD. Donc, je crois qu'aujourd'hui, voilà, les motivations et la force de toutes les contraintes et les motivations des acteurs au sein de l'AFD va vers essayer de consolider cet aspect suivi cadre logique. Ce qui ne nous empêche pas sur des projets particuliers sur lesquels le cadre logique ne s'adapte pas, sur lesquels il y a des ambitions et puis peut-être des collectifs qui sont motivés d'aller sur d'autres approches, type approche orientée changement. Je pense notamment à ce qui constitue un tiers du plan d'affaires de l'AFD aujourd'hui, que sont les financements budgétaires de politique publique, où on n'a pas de, de- de traçage des financements, de fléchage des financements, où on finance directement le budget d'État assorti de la coopération technique et du dialogue. Et en fait, ces outils-là, on sait très peu les caractériser à travers du cadre logique. Donc, on va nécessairement aller vers des approches qui sont globalement du type orienté changement. Donc, il y a des endroits où ça, je pense, ça va être amené à se développer plus. Merci pour tous ces éléments, Karen. On vous a promis une session de questions-réponses pour terminer l'événement, donc on s'y achemine. Simplement, vous allez voir apparaître à l'écran auparavant un petit sondage. Je vais du coup vous demander de répondre à trois brèves questions qui vont nous permettre de savoir ce que vous aurez tiré ou non de cette rencontre. Et pendant que vous y répondez, je vous propose peut-être de vous faire la lecture. Pourquoi vous faire la lecture? Parce qu'il y a eu pas mal d'échanges, de réactions sur le chat depuis tout à l'heure. Et du coup, je pense qu'il est intéressant de revenir un petit peu aux différentes choses qui ont été soulignées. Alors, j'en oublierai peut-être, et je suis absolument désolé par avance. Il ne faudra pas hésiter à vous remanifester dans le moment des questions. Il y avait notamment une intervention de Delphine Vincenot, pardon, qui indiquait qu'elle était étonnée d'entendre aussi cette dimension qu'on a évoquée tout à l'heure de manque d'offres de consultance maniant les AOC, et qui s'interrogeait aussi sur euh, la façon dont ces approches étaient intégrées ou non au terme de référence qui vise du coup à, dans le cadre des appels d'offres, à sélectionner les prestations externes. Et donc, du coup, la question était de savoir aussi dans quelle mesure ces TDR, ces termes de référence, pourraient être mieux rédigés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effort à faire auprès des commanditaires pour les appuyer dans l'écriture et l'élaboration de ces TDR? Bon, ce qui fait fortement écho, nous, du côté F3E, à l'accompagnement qu'on propose, mais qui correspond à environ un peu plus d'une vingtaine d'études par an où on propose un appui à la rédaction de TDR. Euh, mais euh, il y a donc des enjeux qui sont pointés de formation, d'accompagnement pour que les commandes intègrent davantage ces méthodes-là. Euh,
On avait aussi des interrogations sur l'utilisation des AOC, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup depuis tout à l'heure de l'utilisation de ces AOC dans le cadre de projets, donc soit en termes de planification, mais également de suivi d'évaluation ou d'évaluation finale, on va dire, de ces projets. Eh bien, du coup, on s'interrogeait aussi sur l'usage qui pouvait en être fait en matière de capitalisation. Euh, et d'autres éléments encore, je suis encore désolé parce que je pense que je vais en oublier parce qu'en plus l'ordre a changé au fur et à mesure des prises de parole des uns des unes et des autres selon le nombre de likes, les réponses, etc. Il y avait également une, une, euh, une interrogation de la part de Nejma qui s'interrogeait sur la réceptivité du ministère des Affaires étrangères européennes luxembourgeois quant à l'évolution de cette méthodologie, enfin les évolutions méthodologiques de LuxDev dans le suivi-évaluation. Euh, voilà, et donc du coup, Yann lui fournissait les premiers éléments de réponse en expliquant que le MAEE pardon, était déjà d'ores et déjà associé aux réflexions. Euh, euh, Tac, tac, tac. Bon, je suis désolé, j'oublie peut-être des choses. En tout cas, je vous propose à présent d'adresser vos questions par le chat ou, de lever la main pour prendre la parole afin qu'on puisse, que vous puissiez adresser directement vos questions. Et n'hésitez pas à vous manifester si je vous ai oublié, ce qui est fort possible. On peut que se féliciter du fait que les échanges soient riches également sur le chat. Mais donc, allez-y, c'est votre moment. Avant qu'on conclue cette rencontre, on va essayer de tenir le timing plus peu ou prou. Donc, on aura une dizaine, une quinzaine, 10-15 minutes d'échange, là, grand maximum. Allez-y, n'hésitez pas à lever la main ou à vous faire connaître sur le chat. Alors, peut-être en attendant que que des volontaires s'autodésignent, peut-être revenir sur cette dimension d'intégration au TDR d'une sensibilité à la question, enfin aux méthodes AOC. On avait Karen du coup qui nous disait que la réflexion était en cours aussi du côté Eva. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot? Et puis après on a des volontaires. Je vois que Mathieu a levé la main. On prendra sa question juste après. Oui, non, mais très rapidement, nous, effectivement, on a un appui externe pour nous aider à construire des termes de référence, à cadrer des commandes autour de ces nouvelles méthodes, qui sont nouvelles pour nous, hein, mais qui ne sont pas nouvelles pour tout le monde, pour améliorer justement le ciblage de ces termes de référence. Je fais court pour essayer de Ouais, répondre à votre super, question. merci beaucoup. J'ajoute du coup pour faire écho à ce que vous indiquez, un retour d'expérience d'une consultante, donc Emmanuel, qui nous indique sur le chat que l'intégration des AOC dans les TDR n'est pas encore généralisée et lorsque le ou la consultante propose cette approche, parfois le commanditaire peut s'avérer frileux, à la fois participatif, à la fois chronophage ou perçu comme tel. Et donc du coup, il y a souvent un arbitrage temps moyen déployé qui peut être défavorable à la mise en œuvre d'une telle approche. Et donc, du coup, j'ai donc Mathieu qui avait levé la main. Mathieu, je t'en prie, tu peux ouvrir ton micro et tu peux te présenter et adresser ta question ou tes questions. Bonjour tout le monde, Mathieu, je suis responsable. Alors, on t'entend très très loin, Mathieu. Est-ce que tu peux... C'est bon, Voilà. normalement, Voilà. désolé, j'ai toujours le même problème. Bonjour Mathieu, je suis responsable de l'accompagnement et de l'apprentissage à Action Éducation. Je rebondis vite fait sur les TDR, je suis d'accord que souvent c'est très ambitieux ces démarches et je pense aussi qu'on ne sait pas où elle nous amène aussi et donc aller chercher un consultant pour l'animer, c'est peut-être pas toujours facile, mais il faut de plus en plus, je pense, amener les organisations à chercher un consultant pour les renforcer elles-mêmes à l'animer sur des missions peut-être un peu plus spécifiques. Et là où je pense qu'on a de la difficulté encore à trouver des consultants, c'est aussi sur de l'expertise très locale. Si on cherche un spécialiste du préscolaire au Burkina Faso pour faire un accompagnement AOC sur cette question, c'est peut-être aussi chez ces consultants sud. Et sinon, je voulais plutôt poser une question à Corinne et peut-être ça fera écho aux autres. Tu soulignais, Corinne, que la FD est très ouverte. Est-ce que on rentre dans ces démarches d'apprentissage dans les projets et ça, c'est chouette. Et sur le volet un peu plus redevabilité, je suis d'accord avec ce que Christophe disait tout à l'heure, que je pense que là aussi, elle est surtout intéressante dans la redevabilité envers les acteurs. Mais comment vous recevez ces démarches un peu plus quali en termes de redevabilité AFD? Parce que nous, parfois, on peut se dire aussi, on va leur partager ça, mais est-ce que ça va vraiment les intéresser? Qu'est-ce qu'ils vont en faire de nos 25 pages d'analyse des changements, de trucs? Qu'est-ce que vous allez chercher, vous, là-dedans, en termes de redevabilité? Qu'est-ce qui est
bienvenues ou utiles? Qu'est-ce qui est remonté peut-être déjà de certaines OSC si vous avez eu ces démarches-là qui ont été mobilisées sur de la redevabilité? Voilà, j'aurais trouvé intéressant de t'entendre un peu sur ça. Merci. Merci Mathieu pour cette question. Alors avant d'appeler la réponse, on va continuer à prendre la question comme on a fait tout à l'heure pour que tout le monde puisse participer. D'abord Yves. relayer, oui, oui, il y a Yves, mais d'abord relayer sur le chat des questions au fur et à mesure pour que je m'y retrouve, Claire, s'il te plaît. Est-ce qu'il existe une communauté d'échange entre bailleurs sur les pratiques d'évaluation pour faire progresser la réflexion et l'appropriation de cet outil? Notamment pour avancer sur les besoins et cumuler la mesure des activités, résultats et des AOC. Donc ça, c'est Peggy Pascal de la cause qui a pris la parole tout à l'heure qui adresse cette question. Hélène Duclos, donc de Transformation Associée, pointe l'intérêt qu'il pourrait y avoir à créer des ponts entre des approches et des problématiques développées à l'international et dans le champ de l'ESS français, puisque ils auraient également développé un ensemble de méthodes s'adressant aux acteurs de l'ESS relatives à l'utilité sociale qui a de fortes parentés avec les AOC. Et je propose du coup peut-être d'enchaîner sur la question d'Yves. Yves, si vous êtes là et si on vous entend, est-ce que vous pouvez nous adresser la question? Vous aviez levé la main? Alors, bonjour, moi je suis Yves de la Côte d'Ivoire. Je suis responsable de l'évaluation d'un projet financé qui a été financé par l'AFD. Et j'ai une question précise sur les manuels de suivi-évaluation. Ma question est de savoir, est-ce que dans un manuel de suivi-évaluation, un cadre logique, une théorie du changement et un cadre de résultat peuvent-ils cohabiter dans un même document? Ça, c'est ce que je voulais savoir. La Ok. question que je voulais poser aux experts. Merci. Merci Yves. On comprend de façon très concrète comment mettre en articulation. On parle beaucoup d'articulation entre les deux. Je remonte quelques-uns des échanges sur le chat avant de laisser nos intervenants intervenantes apporter des réponses aux questions qui leur ont été adressées. Euh, j'ai Marina qui dit elle est intéressante, j'imagine, la mise en œuvre d'une approche changement pour permettre aux équipes terrain de savoir où on va. C'est une manière de les faire participer aux réflexions stratégiques. Et Christophe du CIEDEL qui nous indiquait il me semble qu'une des faiblesses des approches orientées changement, c'est de reprendre le langage de la planification stratégique en partant d'une notion de vision euh, qui sont généralement faibles. Ok. Nous avons expérimenté avec des collectivités territoriales sur la base des fondements de l'agenda 2030 qui permet de partager des valeurs, des enjeux, ensuite d'identifier les changements produits par les actions menées et surtout par la nature de la relation entre les acteurs. Du coup, je cède le totem de parole pour que il y avait plusieurs questions qui s'adressaient même nominativement aux gens, donc je vous laisse vous manifester pour les intervenants intervenantes qui veulent apporter des réponses. Oui, je veux bien commencer peut-être sur la question de Mathieu, sur le fait que effectivement, comment est-ce qu'on fait pour rendre compte quand on a des documents assez importants qui essayent de retracer des changements? Bon, effectivement, on est tous pris par le temps et je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de lire des documents très importants, en plus de l'évaluation, en plus de tout le reste qui documentent les changements. Mais en tout cas, je pense quand même que si ça peut être présenté de façon synthétique, c'est quand même un élément de redevabilité parce que ce que nous cherchons, c'est quand même à soutenir le changement social. Et si on a le résultat d'un exercice qui justement s'interroge sur ces questions-là et essaye de retracer les changements qui ont été obtenus, je pense que ça peut être assez puissant. Alors, en termes de redevabilité, mais en termes de redevabilité, c'est-à-dire en termes de conviction sur le fait que le projet produit des changements et donc mérite d'être accompagné encore sur la durée à notre niveau et puis au niveau aussi des instances qui décident des financements. Donc, j'encourage. Merci.
Et peut-être, je suis pas sûre qu'on ait répondu. J'avoue que j'arrive pas à lire le chat en même temps, mais il y avait une question qui demandait si le ministère des Affaires étrangères français, c'est ça, était ouvert à ces approches-là. Donc moi, pour ce qui concerne mes collègues du MAE, je crois pas qu'ils soient là et qui suivent la société civile. Je dirais que oui, ils sont ouverts. Ils sont ils sont aussi souvent présents aux événements F3E, etc. Donc oui, ils sont ouverts et je pense pas qu'il y ait de difficultés à ce niveau-là. Merci Corinne. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui veulent apporter des réponses? En tout cas, je vois que sur le chat, on continue à avoir des réflexions qui sont partagées et c'est une très bonne chose. Muriel nous indiquait, peut-on en parler en termes d'expérimentation, AOC pour études préalables, pour éval, euh, ainsi apporter peu à peu cette évolution dans nos actions? Je pense que ça recoupe une idée qui était passée sur le chat tout à l'heure, je ne sais pas si j'en étais fait le relais, mais qui était celle, je crois, de Marina qui parlait également de l'intérêt qu'il pouvait y avoir à déployer des approches anti-changement sur une partie de l'action, commencer par un bout, c'est-à-dire un peu la politique des petits pas, pour aussi peut-être faire la preuve, pour que ce soit plus supportable en termes de temps RH, etc. Et ça recoupe ainsi des, euh, des éléments de questionnement qui ont été déjà partagés ou voilà. Peggy Pascal qui nous indique également, ce qui fait écho aussi à des interventions qu'on a eues, l'importance du récit. C'est-à-dire remettre au centre les acteurs et actrices des programmes, ce que le cadre logique évidemment ne fait pas forcément ou assez peu, euh, avec une idée très axée sur les résultats, là où les AOC sont beaucoup plus centrés sur les acteurs et actrices et notamment sur les récits, les témoignages. Euh, Ça a été évoqué notamment par Karen tout à l'heure sur la dimension de faisceaux, d'indices, etc. Est-ce que vous avez, intervenant, intervenante, qui que vous soyez, d'autres éléments, il y a des choses sur lesquelles vous vouliez revenir avant qu'on conclue cette rencontre? Eh bien, si ce n'est pas le cas, on va, on va avancer. Euh, alors oui, donc on a une question qui nous vient de Nawel, qui vient d'arriver, que je trouve assez intéressante, sans être certain d'avoir une réponse définitive à y apporter. C'est comment appliquer là aussi sur des temps courts en contexte d'intervention d'urgence ou humanitaire. Pour tout vous dire, nous, en F3E, on a peu l'expérience de tel contexte parce que c'est vrai que la plupart de nos membres sont plutôt des ONG dites de développement. Et ça pose des questions assez profondes, en effet, puisque les AOC s'inscrivent théoriquement dans un temps long, donc il y a une forme de hiatus. Après, je crois qu'en tout cas, à minima, on peut s'inspirer d'une partie des AOC, peut-être pour proposer des moments plus participatifs, peut-être des moments aussi pour un peu essayer de faire du sens au-delà de l'urgence. Mais j'aurais du mal à vous proposer des exemples très concrets en la matière. Je pense qu'il y a un champ d'expérimentation à creuser pour ça. Donc, si Solidarité est prêt à, s'investir sur cette dimension-là, en tout cas, nous, on serait ravis de pouvoir aussi vous apporter notre contribution ou échanger avec vous sur cette dimension-là. Marina pointe le fait que de toute façon, les projets de développement peuvent passer à l'humanitaire et inversement, probablement, hein, puisque bien sûr, la temporalité peut changer pour des raisons sécuritaires, diplomatiques, etc. Et c'est sans doute une piste. Donc Nawel, je vous invite à nous contacter par la suite. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous sur cette dimension-là. Je ne sais pas si ça inspire une dernière remarque à nos intervenants intervenantes. Sinon, je vous propose de passer aux conclusions, ce qui nous permettra en plus de tenir notre timing, ce qui est quand même une gageure, puisqu'on a quand même plein de choses à se dire. Eh bien, alors, je vous propose d'y aller et je laisse du coup Claire pour les conclusions. Simplement vous redire que vous retrouverez l'ensemble de cette rencontre ainsi que toutes les ressources qu'on a mentionné, pardon, sur notre site internet dans la catégorie communauté de pratique et puis sur le YouTube donc du F3E. Et maintenant, je m'efface et je laisse Claire apporter le mot de la fin. Merci Paul et merci à nos intervenants intervenantes pour ces échanges très riches et à vos questions aussi qui ont permis vraiment d'enrichir un peu le propos et de revenir vraiment sur des éléments très, très saillants de cette discussion. Donc, les différents témoignages, alors évidemment, je ne vais pas pouvoir faire une conclusion enfin, qui ne pourra pas reprendre la richesse de tous les échanges, puisqu'il y a eu beaucoup aussi de nouvelles idées sur le chat. Donc, l'idée, c'est de pouvoir garder un petit peu en mémoire tout ce temps-là d'échange. Donc, les différents témoignages mettent en lumière des éléments de réflexion assez larges. Donc, tout
d'abord, bien que le cadre logique demeure un outil de planification largement hésité, effectivement, de nombreux changements sont à l'œuvre, hein, tant, on l'a vu, hein, tant chez nos partenaires financiers français que aussi à l'international via l'illustration notamment que nous a faite l'UXDEV. Les deux logiques s'articulent et répondent aussi à des enjeux différents. Les approches orientées changement sont particulièrement efficaces, notamment dans le cadre, comme l'a précisé l'AFD, de démarches de renforcement de capacité, et comme l'a bien largement aussi illustré l'UXDEV, et de pouvoir d'agir aussi. Et notamment, on a eu un petit retour, ça m'a fait penser aussi comment les AOC peuvent permettre, enfin, il y a aussi, ça permet d'engager aussi des réflexions sur le genre, sur l'inclusion, et que du coup, c'est une d'ailleurs de nos prochaines rencontres, comment les AOC s'articulent parfaitement aussi avec le genre, avec l'approche intersectionnelle de genre notamment. Et donc, plus généralement, ça la permet d'appréhender en fait la complexité à la fois des contextes, la complexité aussi des acteurs, des actrices et des logiques de changement qui sont à l'œuvre. Les approches orientées changement permettent également un mode aussi de partenariat plus équilibré, notamment à l'heure aujourd'hui où il y a aussi une évolution forte dans les relations partenariales qui sont à l'œuvre, notamment dans des contextes entre partenaires, on va dire plus au nord, entre guillemets, et effectivement des partenaires plus à l'international, tout en gardant bien sûr à l'esprit, comme l'a souligné à la fois Christophe, Mathieu, des modes de représentation les plus simples possibles pour justement permettre cette redevabilité également vis-à-vis des partenaires qui sont fortement mobilisés dans ces temps d'échange et qu'est-ce qu'ils en retirent aussi personnellement, collectivement, tout au long du projet, et donc garder tout cela en tête lorsqu'on met en place évidemment des approches orientées changement. En tout cas, je vous remercie chaleureusement d'avoir été aussi nombreuses pendant ces 2 heures d'échange. Bravo aux intervenantes, bravo à Paul aussi pour avoir maintenu le timing puisqu'il est exactement 12h29. Et donc, nous vous invitons bien sûr à nous retrouver donc à la fois dans les prochaines rencontres de cette communauté de pratique, dans les formations également que le F3E propose, comme nous l'avons mentionné sur les approches orientées changement, mais également accompagnement aussi dans la rédaction de vos termes de référence pour des évaluations. Et aussi les formations sur la capitalisation, c'est des expériences toujours dans la rédaction de vos termes de référence, comment on mène un projet de capitalisation également. Voilà, nous allons vous souhaiter un bon appétit et nous restons bien évidemment à votre écoute si vous avez d'autres questions qui émergent. Nous sommes évidemment joignables via nos mails respectifs, mais aussi n'hésitez pas à aller donc sur notre plateforme pour revoir un petit peu les échanges si d'autres questionnements émergent. Voilà, Paul, si tu as quelque chose à rajouter. Non, non, j'ajoutais nos adresses mail à l'écran de façon à ce que Voilà, les gens puissent nous contacter si tout à nécessaire. fait. Et je vous remercie à tous et toutes pour les échanges qui étaient vraiment passionnants. Et puis, pareil que Claire, au plaisir de vous retrouver. Du coup, je n'ai plus la date exacte en tête, mais le 23 mai prochain, 25 mai, dans ces Tout à eaux-là. fait. Voilà. Voilà. À Toujours à bientôt. la même heure et toujours à distance pour Voilà. permettre justement une participation importante. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.